Bonjour, bienvenue de retour sur le plateau de la Biomime Expo Digital Week, dernière journée de cette folle semaine, de ce festival du biomimétisme. On est absolument ravis de vous proposer ce programme inédit et particulièrement heureux du programme d'aujourd'hui parce que, bien entendu, il faut protéger et s'inspirer du vivant, mais il faut aussi, c'est maintenant la grande priorité, le restaurer, le régénérer. Et donc, très beau programme aujourd'hui. On va parler d'approche régénérative, terrestre et marine. Et puis, un peu plus tard, à 11h30, on parlera malheureusement et heureusement à la fois de dépollution parce qu'il y a là aussi de très beaux projets qui sont lancés et qui se lancent et c'est important d'agir à tous les niveaux et d'ailleurs particulièrement pour lutter contre la pollution plastique de l'océan. À 14h30, vous aurez le choix entre la fresque Océane Masterclass ou en plateau et en duplex, une émission spéciale qui va ouvrir sur l'économie régénérative, sur l'économie circulaire, sur l'économie sociale et solidaire et l'éco-conception parce que voilà, le biomimétisme est aussi affaire de famille avec de grandes cousinades. Il faut mêler toutes ces approches. Et à 16h30, on vous prépare une séance de clôture un peu tranquille, un peu entre nous, avec des invités spéciaux et surprises. Et puis avec une petite séquence backstage. On vous fera découvrir là où on a passé toute cette semaine et on vous montrera et on remerciera l'équipe, on vous montrera les coulisses de cette Biomime Expo, Biomime Week. Donc pour démarrer, 9h30, c'est pas compliqué, on a appelé ça régénérer. On est très heureux d'accueillir en duplex avec nous, nous avons, je crois, Thierry Dutoit, qui doit être... Bonjour Thierry, qui doit être du côté des Bouches-du-Rhône. À Avignon. À Avignon, et vous nous parlerez de fourmis et de fourmis moissonneuses. Ça va être absolument passionnant. Directeur de recherche au CNRS et à l'Institut méditerranéen de la biodiversité et d'écologie marine et continentale. Ça s'appelle IBME. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour François Briand. Bonjour Alain. Merci d'être avec nous également, François, président fondateur de l'Institut polynésien du biomimétisme. Et oui, on le rappelait cette semaine en propos introductifs, on a la chance en France d'avoir un territoire extraordinairement riche, notamment en biodiversité marine, et qui couvre l'ensemble du globe. On le rappelait avec la Fondation de la Mer, avec Sabine Roux-de-Bézieux, la France est le seul pays où le soleil ne se couche jamais. Grâce en partie à la Polynésie, parce qu'on fait le tour du globe. Merci François d'être là, tu nous parleras de coraux. Et puis Julien Dalle. Bonjour Julien, chef de projet ingénierie écologique chez Seaboost. Bonjour, bonjour à tous. Donc du côté de Montpellier, j'imagine? Exactement. Bon, merci. Chez moi, à Montpellier. Merci Julien d'être avec nous. Et je ne suis pas tout seul en plateau, parce que j'ai la chance d'avoir à ma gauche Alice Vitou. Bonjour. Grande spécialiste de l'océan qui a créé la fresque Océane dans la continuité de la fresque du climat, et Jérémy Gobet. Merci beaucoup Jérémy d'être là. Merci de l'invitation. Qui nous parlera aussi de coraux. Jérémy est un artiste mais qui est aujourd'hui aussi éleveur de coraux. Ça sera passionnant. Et un peu plus tard, vers 10h30, nous rejoindra sur le plateau Gabriel Alperne, philosophe et auteur de ce livre « Tous centaures, éloge de l'hybridation ». J'en dis pas plus, mais restez avec nous, ça va décoiffer. Donc, on y va, on va démarrer, on va beaucoup parler de marins. Donc, je propose qu'on démarre avec vous, Thierry Dutoit, parce que
vos histoires de fourmis agricultrices et moissonneuses sur la plaine de Crau sont absolument sidérantes et enthousiasmantes. Donc merci de nous expliquer aussi comment ces petites bêtes peuvent aider l'homme à régénérer des sols pollués. D'accord, donc je me présente, donc Thierry Dutoit, je suis directeur de recherche au CNRS. Mes thématiques principales de recherche sont regroupées sur le vocable d'ingénierie écologique, de solutions fondées sur la nature. Et l'originalité en fait de nos travaux est finalement d'utiliser le vivant pour le vivant. On essaye d'intervenir en restauration et réhabilitation d'écosystèmes, non pas avec du génie civil, mais avec du génie écologique, avec des ingénieurs des écosystèmes, des espèces ingénieurs des écosystèmes, qui peuvent être des plantes, des animaux, des insectes, des mammifères, mais aussi des bactéries, des champignons. Tout dépend du service qu'on attend. Et donc, on peut se retrouver sous le vocable de la bio-inspiration. On essaye de s'inspirer des processus naturels qui existent donc dans la nature pour pouvoir les piloter à des fins de restauration ou de réhabilitation d'écosystèmes. Donc, on voulait vraiment, dans cette présentation, avoir un exemple très concret, pas avoir simplement un exemple de recherche fondamentale à partir de modélisation, à partir de recherche expérimentale. Et hélas, on a eu l'occasion, parce qu'il faut dire hélas, d'appliquer en grand et de manière opérationnelle ces expérimentations suite à une fuite d'hydrocarbures qui a eu lieu dans la plaine de Crau. C'est dans les Bouches-du-Rhône, en fait, entre l'étang de Berre et puis la Camargue. Et c'est pas une petite fuite d'hydrocarbures, hein, puisqu'on a eu plus de 5000 mètres cubes, ça fait 5 millions de litres qui se sont déversés en fait dans la plaine de Crau, donc une végétation de type steppique semi-aride. Et ça a été une véritable marée noire terrestre. Et après enlèvement en fait de ce pétrole, comme on étudiait en fait ces fourmis et cette végétation déjà depuis des années, on s'est dit on y va, on utilise ce qu'on sait à l'échelle du chantier, à l'échelle de 5 hectares. Et ce que je vous propose de découvrir dans le petit film qui a été réalisé par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône et qui fait un peu une synthèse et une rétrospective de cette opération qui a été mise en place depuis 2010. Donc, allons-y, c'est parti. Alors nous sommes ici dans la plaine de Crau, dans la réserve naturelle nationale des Coussous de Crau, au lieu exact où a eu lieu en août 2009 une fuite d'hydrocarbures suite à la rupture d'un oléoduc. Voici les rares images des 5000 mètres cubes de pétrole brut déversés dans cet espace naturel sensible. Un an plus tard, sur des archives toujours, le chercheur en écologie Thierry Dutoit. Mais que faisait-il sur le site en 2010 ? En accompagnement de l'ingénierie civile qui a consisté à dépolluer les sols, à retirer les sols pollués, nous avons en fait utilisé ce qu'on appelle un ingénieur de l'écosystème, qui sont des espèces qui vont avoir des rôles majeurs dans l'écosystème pour restaurer cet écosystème. Et l'ingénieur de l'écosystème que nous avons identifié dans ce milieu, ce sont des fourmis, qu'on appelle des fourmis moissonneuses. Et les voici, nos fourmis moissonneuses, filmées en 2010, des reines fécondées et réimplantées alors sur le site qui vient juste d'être dépollué. Il s'agit de fourmis messors, en vérité des fourmis très communes dans le département, vous savez, les mêmes fourmis qui grimpent sur vos genoux quand vous pique-niquez. Oui, mais écoutez bien ce qu'elles sont capables de faire quand elles ne vous embêtent pas. Donc il s'agit vraiment de fourmis entre guillemets agricultrices, puisque d'une part elles amènent les graines, donc les graines vont germer à nouveau l'année au printemps à partir de ces dépotoirs que vous avez ici. Donc ça peut paraître curieux qu'elles laissent des graines dans le dépotoir. C'est comme si nous, on faisait des courses et qu'on mettait en fait les produits achetés dans la poubelle. Mais il se trouve qu'avec les pluies d'automne, c'est ce qu'on a actuellement, ce dépotoir en fait va se déliter. Les graines qui sont dedans vont toucher le sol, elles vont pouvoir germer. Une fois qu'elles ont germé, elles vont fleurir, faire des graines. Et donc imaginez que pour l'année suivante, les fourmis auront à chercher leurs graines beaucoup moins loin que l'année précédente. Donc voilà, elles amènent réellement les graines, elles changent le sol, elles font une espèce de semis, on peut parler de fourmis agricultrices. L'an dernier, soit près de 10 ans après l'implantation des fourmis, les premiers résultats sont tombés et ils sont plutôt très très bons. Nos résultats majeurs, ils ont été assez nets et significatifs. Partout où on avait implanté les fourmis, partout où on avait des nids qui étaient assez développés, donc avec la terre qui avait été brassée et avec des dépotoirs, qui sont les accumulations d'enveloppes de ces graines, on avait systématiquement un sol et une végétation qui étaient plus proches de la steppe de référence, c'est-à-dire ce qui existait avant, que là où on n'avait pas les fourmis. Donc on peut dire que réellement, les fourmis ont permis d'accélérer le processus d'autoréparation du milieu dans la bonne direction, qui est celui de la steppe de référence qui existait avant l'accident. Merci beaucoup, très bel exemple. Thierry Dutoit,
est-ce que vous avez, avec un peu de recul maintenant, des résultats sur ce cas pratique? Oui, là, on a maintenant 10 ans de recul et je dirais que les résultats vont au-delà de nos expériences, hein. On n'imaginait pas tant d'actions, en fait, on va dire, positives et significatives de la mise en place en fait, il y a 200 reines fondatrices, en fait, qui ont été mises en place. Et 10 ans après, on a vraiment eu l'effet fourmi, l'effet levier qui était attendu dans ce genre d'opération. C'est que les fourmilières qu'on a installées, entre guillemets, artificiellement, ont à nouveau produit de nouvelles reines fondatrices qui ont fait de nouveaux nids. Et on a comme ça une augmentation logarithmique, en fait, exponentielle de l'action attendue. Et cette action, elle est vraiment considérable, hein. Là où sont les fourmis, là où on a les fourmilières qui font à chaque fois une surface qui peut faire quelques mètres carrés, le sol est vraiment retourné, brassé, décompacté. Donc, elles décompactent le sol, elles brassent le sol, elles incorporent de la matière organique suite à leur transport. Elles ont bien sûr semé ces graines. La plupart des graines qu'elles ont apportées, ce sont bien les graines qui étaient présentes dans l'écosystème avant qu'il soit détruit. Ces graines, non seulement ont germé, mais en plus, elles les stockent au fur et à mesure, en fait, soit dans leur grenier quand elles ne sont pas à manger, soit dans les dépotoirs, parce que ça ne se germe pas toujours l'année suivante. Et donc, on a vraiment un effet qui était attendu, un effet qui était attendu de la bio-inspiration. C'est-à-dire que finalement, cette fourmi, si elle n'avait pas fait le travail, si on s'était basé sur l'ingénierie civile, il aurait fallu déjà avoir des semenciers qui puissent nous produire toutes les graines, et il y en a à peu près une centaine d'espèces différentes qui soient disponibles dans le commerce, ce qui n'était déjà pas le cas, et que bien évidemment, on fasse toute la préparation du sol et tout ce qui va être suivi après la germination, comme si on aurait semé une nouvelle pelouse. Et tout ça, les fourmis, elles le font gratuitement, elles le font régulièrement, elles le font de manière exponentielle. On désespère pas d'ici, on va dire encore une dizaine d'années, avoir l'ensemble du site, c'est-à-dire les 5 hectares sur lesquels on a remplacé le sol, qui soit totalement, je dirais, impacté par ces fourmis et beaucoup plus proche de la situation initiale que si on n'avait pas fait cette opération de réimplantation de ces fourmis. Mais les résultats sont assez spectaculaires. Vous avez dit quelque chose d'important qui n'est pas du tout anodin. Elles le font gratuitement. C'est vrai qu'on a, Oui. on a très souvent des amis écologues qui viennent sur les plateaux de Biomime Expo pour nous rappeler que le génie écologique est souvent beaucoup moins coûteux et beaucoup plus efficace qu'on ne croit. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, on a vu dans le reportage que vous les aviez amenées sur cette plaine de Crau. Ça veut dire qu'elles n'étaient pas là avant, elles étaient un peu à côté. Enfin, où vivent-elles, ces fourmis ? Alors, je réponds d'abord à la deuxième question. Ces fourmis, comme c'est dit dans la présentation, sont des fourmis très communes, hein, sont des fourmis pionnières. Elles étaient bien sûr présentes en fait dans la steppe alentour et elles sont très communes dans le bassin méditerranéen. On peut les avoir dans le jardin, dans des friches, etc. Et le prélèvement en fait de quelques centaines de reines fondatrices impacte absolument pas en fait les populations présentes, hein, puisqu'on a vraiment, on peut dire, des millions d'individus qui sont produits à l'automne et on n'a pas de risque non plus entre guillemets de pollution génétique puisqu'il s'agit bien de réimplantation d'une espèce locale et pas d'introduction d'une nouvelle espèce qui plus est exotique qui pourrait poser des problèmes invasifs. Alors certes, on change l'ordre d'arrivée des fourmis parce qu'on favorise celles-là. Mais comme c'est une espèce généralement pionnière, on détruit pas ce qu'on appelle les effets de priorité, c'est-à-dire que le fait qu'on l'ait introduit en premier, ça n'altère pas l'arrivée des autres espèces derrière. Ça, c'est important. Et par rapport à la première question sur la gratuité, donc effectivement, c'est un protocole qui coûte quasiment rien, puisqu'on récolte en fait les fourmis sur le terrain avec simplement des aspirateurs à insectes. En fait, elles courent sur le sol quand elles ont été fécondées. On peut les attraper très, très facilement. Elles se conservent facilement dans des tubes à essai avec un peu de coton humide. Elles peuvent se conserver plusieurs mois au frigo à 4-6 degrés centigrades. Alors, on ne sait pas si elles en sont heureuses. En tout cas, elles ne se plaignent pas et on a des beaux taux de reprise quand on les remet en place. Alors, par contre, ce qu'il ne faut pas oublier dans le coût de ces opérations, c'est quand même qu'on a pu le faire parce qu'il y a eu un financement en amont de la recherche fondamentale qui a vraiment permis de bien connaître cet ingénieur de l'écosystème, de l'identifier, de connaître son éthologie, son écologie, etc. Et ce qui nous bloque actuellement en bio-inspiration et quelquefois aussi en biomimétisme, c'est qu'on n'a pas assez de recherche fondamentale qui nous permettent d'identifier l'espèce ou l'organe qu'on veut utiliser. Et si on n'a pas ces données fondamentales, on ne peut pas prendre le risque
de manipuler en fait telle ou telle espèce, puisque la manipulation ou le pilotage du vivant aux échelles des individus, des populations, des communautés, ça peut donner des effets aussi indésirables que les manipulations génétiques. Donc, il faut être très prudent sur ça. On a besoin de moyens pour faire de la recherche fondamentale, pour ensuite faire les bonnes applications et ne pas avoir des effets secondaires indésirables. Ça, c'est absolument fondamental. Merci de le rappeler. Pouvoir appliquer de la bio-inspiration et du biomimétisme, ça exige évidemment de la connaissance. Et donc, c'est d'abord l'investissement dans la recherche fondamentale qui permet ensuite d'avoir des solutions inspirées du vivant ou le vivant comme allié avec des solutions basées sur la nature qui sont, elles, extrêmement économes. Donc, il y a un investissement, mais il est en amont pour que derrière, le plus possible, on profite. J'imagine que ce ne sont pas vos seuls alliés, ces fourmis moissonneuses. C'est une démarche que vous démultipliez dans d'autres domaines ? Oui, bien évidemment, dans de très très nombreux domaines, on utilise vraiment un bestiaire d'ingénieurs des écosystèmes. On savage généralement pour l'Europe et pour les milieux prairiaux que nous étudions, bien évidemment, les espèces clés, les espèces ingénieurs, ce sont les grands herbivores, qu'ils soient domestiques ou sauvages. On travaille beaucoup avec de la réintroduction en fait de pâturage, d'éco-pastoralisme, pour remplacer tout ce qui est débroussaillage, tout ce qui est tondeuse, etc., mécanique. On peut utiliser aussi, ça va être évoqué à la fin de cette session, en dépollution, mais beaucoup de bactéries et de champignons. Les champignons sont nos alliés, notamment pour tout ce qui est bioremédiation par rapport aux contaminations en fait de radioéléments, puisqu'ils permettent de les concentrer et de les sortir du sol. On utilise aussi beaucoup de plantes. Les plantes rendent énormément de services pour la restauration des écosystèmes parce qu'elles fixent le sol, elles protègent les sols de l'érosion. Elles permettent aussi de concentrer certaines pollutions, notamment les éléments traces métalliques. Donc voilà, le bestiaire ou on a vraiment un catalogue du vivant. Et encore une fois, on ne peut l'utiliser que quand on le connaît bien. Par exemple, sur la plaine de Crau, on a un ver de terre qui semble un très bon candidat et c'est assez classique de travailler avec les vers de terre pour augmenter la fertilité des sols, etc. Mais là, ce ver de terre, c'est une espèce qui est relativement locale, endémique. On ne le trouve quasiment que dans la plaine de Crau. Et on n'a pour l'instant pas assez de données pour prendre le risque de le réintroduire dans certains endroits, puisqu'on a d'autres espèces de vers. Et comme il est vraiment un ingénieur, comme il brasse vraiment beaucoup de sol, il ne faut pas qu'il transporte le milieu au point que les autres espèces ne pourraient pas perdurer. Donc c'est vraiment, encore une fois, important, j'insiste sur la connaissance en amont du maximum de propriétés en fait, sur les espèces ingénieurs, les espèces qu'on va utiliser, puisqu'on a un adage, si on oublie quelquefois une simple interaction par effet cascade, ou par effet d'amplitude, par chaos déterminisme, on peut avoir des changements drastiques à la fin. Il faut vraiment être très prudent avec ça. L'histoire est pleine de bonnes intentions en matière d'ingénierie écologique, de réintroduction d'espèces, etc., qui ont donné ensuite des catastrophes écologiques par rapport à des invasions d'espèces ou à des actions de prédation très fortes sur la flore et la faune locale. On a eu la chance de passer un moment en début de semaine avec Marc-André Solos qui nous a rappelé à quel point les interactions, notamment, mais évidemment, dans les sols, entre tous ces microbes et toutes ces interactions mycorhiziennes sont importantes pour développer la qualité de la vie du sol pour ensuite, évidemment, avoir un sol fertile. Peut-être une réaction, je voudrais qu'on fasse un pont entre terre et mer, une réaction du côté de la Polynésie avec François Briand, parce que je ne sais pas si François, tu as ce type d'alliés dans tes démarches de recherche, de nurserie, de coraux, etc. Mais en tout cas, la connaissance du milieu, c'est quand même un élément déterminant pour imaginer des approches régénératives efficaces. Oui, tout à fait d'accord, Alain et Thierry. Le projet que je vous présenterai un peu plus en détail tout à l'heure est basé sur cette coopération avec la recherche. Nous sommes, l'Institut est en partenariat avec le CRIOB, un centre du CNRS, avec d'autres institutions de recherche depuis le départ, depuis 2017, notre création. Et en fait, on peut aussi considérer le corail quelque part comme un ingénieur, l'ingénieur du récif, l'architecte du récif. Et dans notre cas, on va l'utiliser lui-même pour se restaurer, pour restaurer les endroits qui sont en grand danger de disparition. Mais tout à fait, c'est Laetitia Edouin, notre vice-présidente recherche de l'Institut, qui a initié ce projet et nous a permis finalement d'appliquer nos méthodologies de design biomimétique avec grande passion.
Thierry Dutoit, probablement vous avez aussi des exemples dans les espèces marins, parce que dans IBME, il y a marin. Est-ce qu'on a des équivalents dans ce que vous faites au niveau de la biodiversité marine? Alors, je ne suis pas un spécialiste du monde marin. Je n'ai pas pensé à interroger mes collègues sur ces questions-là. Mais ce qu'on connaît pour le monde marin par rapport à la restauration, c'est que c'est plus facile quand même, hein, puisque dans le monde marin, on a un brassage en fait continu des propagules, des organismes, hein, ce qu'on n'a pas dans les milieux terrestres. Et bien souvent, dans le monde marin, on va surtout travailler sur l'habitat. On va créer de l'hétérogénéité au niveau de l'habitat avec des structures qui peuvent être extrêmement diverses et sur lesquelles les collègues travaillent beaucoup. Et comme on a ce brassage permanent dans l'eau, une fois que vous avez travaillé sur la restauration de l'habitat, que vous avez recréé cette hétérogénéité, que vous avez pu mimer les structures qui existaient avant, on a généralement une colonisation assez rapide des organismes qui sont présents. Et c'est pour ça que je n'ai pas d'exemple précis de réimplantation d'ingénieurs de l'écosystème, sauf de manière assez, je dirais, classique, de la restauration d'herbiers par des posidonies, de la réimplantation, en fait, éventuellement de coraux, mais ça, mes collègues pourraient en parler beaucoup plus en détail, qui sont, en fait, les espèces qui vont structurer, en fait, le milieu, l'organiser, et qui ont surtout un impact par rapport à leur biomasse, c'est-à-dire le poids, l'amplitude qu'elles vont avoir dans l'habitat, plutôt que par rapport à leur rôle, hein. Dans le cas des fourmis, certes, les fourmis sont nombreuses, mais l'impact qu'elles vont avoir va bien au-delà de leur biomasse dans l'habitat, ce qui rend les choses un peu différentes. Et ce que je voulais aussi préciser par rapport à tout à l'heure, c'est que il faut faire très attention également, parce que ça revient souvent. Nous, on a utilisé une fourmi, une espèce de fourmi dans un cas bien précis. Bien évidemment, cette fourmi ou d'autres espèces de fourmis n'auraient pas forcément les mêmes rôles positifs dans d'autres cas. Donc, il faut faire toujours très attention à la notion de retour d'expérience. Ce qu'on propose, c'est pas un dogme, c'est pas une théorie qui dit que voilà, cet organisme-là va toujours avoir cette action bénéfique et spécifique. D'où l'importance toujours des études préliminaires et du contexte. Oui, et toujours voilà. Cette idée d'une nature efficace et résiliente à un moment donné, dans un espace donné. Julien Dalle, côté Seaboost, j'imagine que ça te parle, ça, l'importance des habitats sous-marins pour régénérer de la biodiversité. Tu nous en parleras un peu plus tard, mais peut-être une réaction. Oui, en premier lieu, moi, ça me laisse rêveur ce niveau de compréhension et de connaissance vis-à-vis d'un écosystème. Aujourd'hui, en milieu marin, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur les habitats. Une des raisons pour ça, c'est qu'on n'est pas encore complètement capable de comprendre et de connaître suffisamment finement les espèces ingénieurs. Les coraux pondent de manière synchrone à plusieurs centaines de kilomètres, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui dirige la fixation des larves, on n'est pas capable de manipuler tous les coraux. Donc en fait, cette réflexion sur l'habitat, elle est parfaitement juste, c'est ce qu'on fait, mais on a aussi une certaine limite qui est liée à l'état de l'art scientifique, tout simplement. Et voilà, je suis devant une vitrine de gourmandise à regarder ça et à me dire, mon Dieu, qu'est-ce que ce serait bien si on avait cet état de connaissance-là, quoi. Julien, ce travail quand même, derrière, c'est en fait ces 3 thèses de doctorat, quoi. Il y avait déjà une thèse de doctorat dans les années 80 pour connaître l'espèce et 2 thèses de doctorat pour tout ce qui est implantation et une pour les suivis après. Donc ça montre quand même l'investissement scientifique qu'il faut pour justement faire baisser l'incertitude en fait des différents rôles et interactions que peuvent avoir ces espèces. Et on est loin de tout savoir encore. Ouais, j'en ai pleinement conscience. Et le biomimétisme, on en parlera plus tard, c'est aussi une des raisons une des raisons d'utilisation du biomimétisme aujourd'hui chez nous, c'est précisément cette incertitude-là en fait, cette méconnaissance qui nous pousse à nous rapprocher de ce qui existe déjà pour limiter le risque de bêtises entre guillemets. Ce que je vous propose, c'est qu'on reviendra un peu plus tard vers vous, Thierry, évidemment, puisque la discussion est ouverte, mais qu'on retourne du côté de François Briand pour que, François, tu nous expliques concrètement ton projet de nurserie régénérative des barrières coralliennes, parce que c'est assez bluffant et je crois qu'on va aussi voir de belles images de la Polynésie, donc c'est pas désagréable. Oui, peut-être juste avant de lancer la vidéo, quelques mots donc sur l'origine du projet. Hein, c'est cette rencontre avec Laetitia du CRIOB et aussi le constat, puisqu'on est tous plongeurs quasiment dans l'Institut. Notre passion, c'est d'observer les écosystèmes coralliens, de nous en inspirer, de nous inspirer aussi des savoir-faire traditionnels polynésiens. C'est important pour l'Institut parce qu'en fait, cette culture polynésienne, elle est elle-même très inspirée de la nature et ils ont des savoir-faire qui ont été un petit peu oubliés et qu'on
régénère, et vous allez le voir dans les exemples dans la vidéo qui illustre notre projet. Donc en fait, le vrai constat, le vrai choc qu'on a, c'est qu'à la fois le récif corallien est un habitant et un habitat. Il fait office d'habitat, mais il est vivant. Et quelque part, sa santé conditionne la santé de tout l'écosystème, de l'ensemble des poissons et de toute la chaîne alimentaire qu'il y a au-dessus, les tortues, les requins, etc. Donc c'est un élément essentiel. On dit souvent qu'il y a à peu près 1% des superficies de l'océan qui sont habitées qui sont occupées par les coraux, et environ 30% des espèces marines dont la vie en dépend. Donc, quand on a démarré cet institut en septembre 2017, Laetitia a proposé qu'on s'attaque à ce problème comme un démonstrateur, comme un projet pilote, et un démonstrateur que, quelque part, le biomimétisme pouvait réellement apporter des idées nouvelles, des façons nouvelles de faire. Et en 2019, on a observé une vague de blanchissement et donc de décès, de disparition des coraux très très forte. Il y a des zones qui ont été décimées entre 30 et 70%. Donc quelque part, l'urgence d'avoir ces fameuses nurseries qu'on va voir en détail, qui sont un petit peu les outils écologiques, d'ingénierie écologique que l'on utilise aujourd'hui pour faire de la reproduction, eh bien, ils sont plus suffisants. Avec cette vitesse de disparition, il nous fallait complètement changer d'échelle, changer d'architecture, changer de design quelque part de ces nurseries pour espérer lutter contre cette disparition massive. Et c'est ce que je vous propose de regarder en image maintenant, en se baladant un petit peu sous l'eau. Et puis, on prendra des questions, bien sûr, après la vidéo. Notre objectif est de lutter contre la disparition des récifs coralliens en remplaçant les coraux blanchis par nos boutures résistantes. Nous sommes en train de créer une nurserie selon les principes du biomimétisme. Voici une ancienne nurserie. Sa structure est en métal, la colle qui fixe les boutures est chimique et son design ne permet pas aux jeunes coraux de résister aux périodes de blanchissement. Grâce au biomimétisme, nous allons chercher des solutions dans la nature pour changer le design de notre nurserie. Nous avons trouvé des solutions pour la rendre entièrement naturelle, sans colle chimique et capable de lutter contre les pics de chaleur qui provoquent le blanchissement des coraux. On avait une dizaine de challenges et on a été chercher des stratégies naturelles chez des tas d'espèces. Cette nurserie n'est pas un copier-coller d'une solution que la nature avait déjà inventée. Elle est une agrégation d'une dizaine de solutions différentes. Par exemple, nous devons protéger les coraux de l'agression des pics de chaleur et de l'intensité lumineuse. Nous savons que l'intensité lumineuse diminue avec la profondeur. Alors pourquoi ne pas faire varier la profondeur de nos nurseries lorsqu'elle est trop élevée? C'est ce que fait ce petit crustacé d'Antarctique. Il crée une cire dans son corps qui le fait couler ou flotter. Nous avons recréé ce phénomène dans les flotteurs de la nurserie. Pour éviter les pics de chaleur, les algues font diminuer la température de l'eau en créant de l'ombre. Par exemple, les lames du bulle kelp modifient leur largeur et leur planéité pour parer un maximum de rayons lumineux. Nous avons donc designé une ombrelle pour recréer ce phénomène. Passer d'une colle chimique à une colle naturelle. Plein d'espèces animales et végétales savent comment en confectionner. On aurait pu reprendre leurs innovations biologiques, mais après de longues recherches et expérimentations, nous en sommes arrivés à la conclusion que la meilleure colle, c'est pas de colle. En effet, le jeune corail est lui-même capable de créer sa propre fixation. Alors nous coinçons les boutures dans un tressage particulier qui lui permettent de se maintenir et de croître naturellement. Les petits bancs pour le dressage. Le dressage comme celui-là, le moulin.
Et il existe aujourd'hui vraiment des méthodes, des approches développées, construites avec des bases de données. On peut peut-être arrêter la vidéo là, Elodie, si tu veux bien. Merci beaucoup. Je voulais déjà remercier Liv Janesson qui nous a réalisé ce film à partir d'images que nous avons prises dans toutes les étapes du projet, et remercier aussi l'Office français de la biodiversité qui nous a permis d'aller jusqu'au prototypage de ces nurseries. On a parcouru le cycle complet d'un projet en biomimétisme grâce à eux. Et puis également remercier Andri Karaskia, notre designer, qui a permis la réalisation de cet objet qui a complètement changé le regard sur notre projet par à la fois les décideurs et les financeurs. Voilà. Merci Alain, je te rends le micro si tu souhaites. Merci François. Juste une question sur les prochaines étapes. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce projet en 2021 et quel a été l'accueil de la population locale, parce que c'est évidemment un sujet très émotionnant, les coraux en Polynésie. Oui, l'accueil est très très bon hein, depuis le début du projet. Simplement, comme on a voulu nous-mêmes nous former en profondeur et faire de ce projet un démonstrateur, on a vraiment voulu aller jusqu'au bout du projet, jusqu'à la mise en œuvre en quelques mois, ce qui n'est pas évident. Le retour est très positif. Ce qui nous a aussi beaucoup aidé, c'est ce choix qu'on a fait d'utiliser, je montre un petit modèle réduit de cette nurserie, d'utiliser des matériaux naturels qui sont issus du savoir polynésien, les tressages. L'idée nous est venue en regardant des boutures qui se font naturellement, tomber sur des plateaux de coraux et finalement se ressouder toutes seules, sans colle chimique, sans rien du tout. Et l'idée de les coincer nous est venue avec un matériau qui sera produit là-bas, qui permet de relancer une filière, la gestion du pandanus. Et quand on arrive avec ce petit modèle réduit dans une réunion auprès de décideurs, c'est juste fantastique, quoi, l'effet que ça a de voir la fierté des Polynésiens, de remettre en valeur et leur nature bien sûr, mais aussi leurs savoirs ancestraux. Donc pour 2021, notre projet, c'est de changer d'échelle. C'est aussi un des buts de ce design. On a des projets de multiplication de ces arbres. Aujourd'hui, on en a 4 à l'eau. Notre but, c'est de passer à des expérimentations sur 10, 20, 50. On a des accords avec des communes, on est en discussion avec des complexes hôteliers pour mettre en œuvre à très très grande échelle ces nurseries pour essayer de lutter contre la vitesse de disparition des coraux. Avec, j'imagine aussi, donc, dans ce cas-là, une dimension pédagogique, de sensibilisation. C'est-à-dire que le projet est à la fois un projet d'approche régénérative, mais aussi un support à la pédagogie. Absolument. En particulier les aires, ce qu'on appelle là-bas les aires marines éducatives, je ne sais pas si ça existe en France, sont très très intéressés. On a un plan de déploiement des arbres au sein de ces aires marines éducatives et ensuite sur l'ensemble, on en a une trentaine je crois en Polynésie. Et l'idée c'est effectivement d'apprendre aux enfants, nous on s'en sert dans nos cours, vers les entreprises, vers les particuliers, comme un démonstrateur, et on va s'en servir aussi comme un cas d'usage où les personnes participant à nos cours vont pouvoir continuer à nous aider à faire évoluer certaines des options. Le design va évoluer dans le temps, bien sûr. Merci beaucoup François. Je propose qu'on passe avec une transition évidente à Jérémy Gobet, parce que du côté de la Polynésie, vous êtes inspiré de ce tressage polynésien. Eh bien, Jérémy Gobet, artiste, a été lui bluffé par la dentelle du Puy-en-Velay et ça l'a inspiré pour créer une forme de tuteurs et de supports à des nurseries de coraux. Ça s'appelle le projet, ça s'appelle Corail Artefact. Merci beaucoup Jérémy de nous expliquer un petit peu tout ça. Il y aura une vidéo qui expliquera un petit peu l'ensemble du projet, mais très brièvement. Alors, contrairement au projet de François, on n'est pas tellement une nurserie par rapport à la dentelle, on est plutôt un tuteur. On est plutôt un support. La première action de Corail Artefact, ce n'est pas au niveau des boutures comme le présentait le travail de François et de l'IPB, c'est au niveau des larves. Parce que moi je suis parti du principe que la régénération des récifs passe beaucoup par la reproduction sexuée et que à cause du réchauffement climatique, cette reproduction sexuée naturelle n'arrive pas à suivre la dégradation des récifs et qu'il fallait agir à ce niveau-là. Et la dentelle a été pour moi l'inspiration première. Depuis, en fait, ce qu'on essaie de développer, c'est une solution par enjeu
de destruction des coraux. Donc la dentelle, c'est pour accentuer la régénération naturelle. On a aussi créé un béton entièrement écologique pour reconstruire les récifs qui là n'existent plus à cause de la pêche à la dynamite, aux cyanures. Et là, on ne pouvait pas mettre de dentelle parce qu'il n'y avait plus rien. Donc là, on a créé une nouvelle solution. Et on développe aussi tout un ensemble de solutions, de panels pour que du laboratoire jusqu'à l'implantation in situ, tout soit écologique. Donc on a aussi créé du matériel d'aquariologie, des épuisettes, des valves, des systèmes de bouturage aussi en aquarium pour que même les scientifiques et les chercheurs qui travaillent sur le corail en labo ne produisent pas de plastique ou d'éléments toxiques. Et on a aussi toute une partie éducative. Évidemment, on a un projet qui s'appelle Enfants ambassadeurs de Corail Artefact, où on les sensibilise par l'art, par la création, pour les amener à l'éducation. C'est vraiment voilà, un problème, une solution, et essayer de réunir vraiment mois par mois fait plus, quoi. Je vous propose de regarder ça en images. Je m'appelle Jérémy Gobet, je suis artiste et je suis le créateur de Corail Artefact. Corail Artefact est un projet qui allie l'art, la science, l'industrie et l'éducation pour sauver les récifs coralliens à travers le monde. Tout comme nos forêts, les récifs coralliens sont de formidables capteurs de CO2. Ils abritent également un quart de la biodiversité marine et en tant que barrière, ils peuvent freiner également les tempêtes et les tsunamis. Seulement, le réchauffement climatique, la pêche à la dynamite ou encore les pollutions plastiques dérèglent son cycle naturel. Le stress subi l'oblige à expulser ces algues symbiotiques qui lui donnent ces couleurs incroyables. Du corail ne reste alors que le squelette. Pour aider le corail à se régénérer, des supports sont créés pour agir comme des tuteurs, lui permettant de créer de nouvelles colonies. Mais paradoxalement, ces supports sont créés dans des matériaux extrêmement polluants et nocifs pour le corail lui-même à long terme, comme le plastique ou encore le béton. Dans ma pratique artistique, je tente d'insuffler de la vie dans ce qui n'en a plus et de créer des cercles vertueux. Depuis une dizaine d'années, je tente de faire de même avec des squelettes de coraux que je continue avec différents matériaux. Puis de la galerie d'art, je suis passé à un art dans la vie. Il y a 2 ans, dans le cadre d'une exposition, j'ai découvert la dentelle au fuseau du Puy-en-Velay. J'ai été stupéfait par la ressemblance du motif point d'esprit et celui d'un squelette corallien. De plus, la dentelle réunit les critères essentiels d'un support idéal, à savoir rugosité, souplesse, transparence et biodégradabilité. Pour vérifier cette intuition, avec l'équipe Corail Artefact et nos partenaires, nous avons entrepris des tests en laboratoire dès 2018. Les résultats indiquent que la dentelle en coton est un support potentiel pour la régénération des coraux, qu'il faut continuer d'améliorer, notamment en termes de rendement. Afin qu'elle rivalise avec les supports polluants utilisés à l'heure actuelle, nous développons une dentelle 2.0. Une fois le récif régénéré, cette dentelle nouvelle génération se dissoudra dans l'eau et laissera ainsi un milieu sain, naturel et préservé. Corail Artefact ne s'arrête pas là puisque nous avons à cœur d'agir sur l'ensemble des facteurs qui engendrent la disparition des coraux. Lutter contre les plastiques en créant des contenants biosourcés, végétaux et compostables, développer un béton entièrement écologique afin de recréer les récifs disparus, et enfin créer un programme de sensibilisation par l'art et l'éducation pour les plus jeunes et le grand public. Toutes ces actions sont en lien avec les populations et les ressources locales afin de créer un cercle vertueux, économique, écologique et humain. À l'avenir, nous souhaitons que Corail Artefact soit un projet modèle pour qu'enfin, le corail puisse à nouveau bâtir ses architectures du vivant. Très beau projet aussi, mais avant de revenir évidemment sur le projet, Jérémy, est-ce que tu peux nous rappeler comment ça marche la reproduction des coraux ? Alors c'est pas si simple. En fait, le corail, c'est un animal qui a plusieurs types de reproduction. Le travail de bouturage qu'on a vu est un type de reproduction, mais on va dire la reproduction la plus importante, c'est la reproduction sexuée. En fait, les coraux ont des gamètes mâles et femelles qui vont se rencontrer, soit à l'intérieur du corail lui-même, soit à l'extérieur. Il va les expulser et à la rencontre de ces gamètes mâles et femelles vont être créées des larves. C'est comme des fœtus de coraux qui vont voyager, qui vont voguer dans l'eau. Et ça a des petites formes de torpilles, c'est vraiment assez intriguant, hein, encore une fois au niveau du biomimétisme. Et quand ces larves vont trouver un support, par exemple, imaginons elles se disent « tiens, cette table a l'air bien », elles vont se déposer, se fixer, s'étendre et ensuite se dupliquer pour créer une nouvelle colonie et un nouveau récif. Donc c'est vraiment un système très particulier et pour reprendre un peu la discussion du début de la matinée, là
la bibliographie est très faible. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas encore exactement le mécanisme. En fait, qu'est-ce qui va faire qu'une larve va détecter un support qui va être intéressant? Est-ce que c'est chimique, mécanique? Là, en fait, on a vraiment une lacune au niveau de la recherche fondamentale. Et c'est pour ça que des projets comme le nôtre ou comme celui de l'IPB est intéressant, parce que là, on essaye par l'expérience de pallier la recherche fondamentale, parce que là, on ne sait pas. Ce mécanisme en jeu, il est inconnu. Et c'est là où je pense que les artistes qui ont été souvent invités à imaginer et à mettre en forme des concepts qui n'étaient pas encore prouvés. Par exemple, des images de trous noirs, à part un artiste, personne ne pouvait l'illustrer. Et on voit avec le temps que finalement, c'est pas si faux que ça. Et donc, je pense que c'est cette approche sensible qui permet des fois de donner un coup de pouce à la recherche fondamentale aussi. Très intéressant. Deuxième fois qu'on aborde le sujet cette semaine sur la Biomime Week, parce que Romain Garouste, en paléo-biomimétisme du muséum qui était là hier, nous expliquait à quel point le lien entre la recherche fondamentale et l'art était un lien aussi créatif en matière de perspective, d'hypothèse, et qu'ils aimaient aussi en paléo travailler avec des artistes. Alors justement, est-ce que l'idée du projet Artefact, c'était justement de proposer des aires d'atterrissage pour ces larves en suspension? Oui, c'est de voir en quoi, c'est pour ça que je dis que c'est un peu un tuteur. En fait, c'est de voir si cette dentelle ne pouvait pas capter plus de larves. En gros, on pense que, alors les pontes en général sont annuelles, donc c'est une fois par an, donc il ne faut pas les louper. Et on estime à peu près, d'après les observations, que sur 100 larves émises, il y en a à peu près qu'une trentaine qui vont finalement aller jusqu'au bout de ce cycle. Donc c'est une perte de près de 70% de ces larves. Et donc l'idée, c'est de capter ces 70% pour permettre d'accélérer et d'augmenter cette régénération naturelle. C'est vraiment un coup de pouce de la nature. Et pourquoi pas la dentelle? Et l'idée, alors, ce que j'ai en tête depuis le début du projet, c'est ce que j'appelle une dentelle 2.0. C'est-à-dire qu'on s'inspire d'une dentelle qui a plus de 450 ans. Mais l'idée, c'est d'y intégrer des éléments à l'intérieur, de l'imprégner avec des éléments qui vont permettre d'accroître cette attractivité. Et c'est là où la recherche fondamentale n'est pas encore au point, parce qu'on ne sait pas, en fait, on sait qu'il y a une transmission de messages. En fait, un peu comme le travail des fourmis, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des échanges de messages dans la nature, et on sait que la larve de corail va transmettre des informations à un support, et que ce support va également transmettre des informations, qu'il y a tout un système qu'on ne connaît pas encore. Et là, l'idée, c'est de voir, est-ce que ce système, on pourrait arriver à le comprendre et à l'intégrer dans nos supports pour pouvoir accélérer cette régénération. Très intéressant, même bluffant. Peut-être une réaction de Thierry Dutoit, d'abord sur ce que vous venez de voir, Thierry, sur ces deux très beaux projets, et puis sur le point qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire des approches collaboratives pour essayer d'accompagner vos travaux de recherche. Oui, on est toujours partant pour travailler avec les artistes. Les artistes sont des passeurs de frontières pour nous. Ils permettent de sensibiliser un public qui n'a pas forcément une sensibilité naturaliste ou scientifique. On a l'occasion de travailler avec beaucoup d'artistes autant que faire se peut. Je suis effectivement bluffé par la connaissance, mine de rien, quand même, sur la création de ces supports, à cette sensibilité sur l'utilisation de matériaux bioressourciers, etc. Je pense que c'est très, très important. Il n'y a pas si longtemps que ça, on créait encore des récifs en coulant des bateaux, etc., sans forcément les dépolluer, hein, notamment aux États-Unis. Il y a quand même une évolution qui est quand même considérable, et c'est une très bonne chose. J'ai été sensible aussi au message sur les aspects interaction. Alors, bien évidemment, sur les fourmis, on est loin aussi de tout savoir et de tout connaître. Je pense qu'on peut jamais dire qu'on connaît totalement un organisme, son écologie et toutes les interactions qu'il peut avoir dans l'espace, dans le temps, avec les autres organismes, avec son environnement. Et pour les fourmis, c'est toujours la même chose. On se pose aussi beaucoup de questions sur la façon dont elles vont sélectionner finalement à partir du moment où elles sont les princesses, donc les fourmis sexuées ailées sont fécondées. Une fois que la reine fondatrice elle est au sol, qu'est-ce qui fait qu'elle va choisir tel endroit précisément, qu'est-ce qu'elle mesure, etc. C'est la même chose pour les graines. Quand elles récoltent, quand elles fourragent en fait les graines,
On sait qu'elles sont capables de peser le poids de graines, qu'elles sont sensibles à l'architecture des graines, qu'elles sont capables de mesurer en fait la quantité d'acides gras qu'il y a à l'intérieur de ces graines. Par contre, on ne connaît pas encore le mécanisme qui fait qu'une graine, elle va rentrer dans le nid, qu'elle va être stockée, qu'elle va être mise en place dans le dépotoir, qu'est-ce qui fait le système de sélection, etc. Et je pense que pour le marin comme pour le terrestre, hein, on est loin, on a encore plein de choses à découvrir au niveau fondamental et au niveau scientifique. Et le passage de frontières, le lien qu'il peut avoir avec les artistes, en fait, pour toucher les populations, pour inciter aussi à faire de plus en plus de sciences participatives, c'est crucial. Et on a énormément de projets avec des artistes. Et il faut souligner qu'on est très bien soutenu dans ce domaine-là par nos instances, hein, que ce soit au niveau du ministère de la Recherche ou même du ministère de la Culture. Il y a des soutiens sur ce type d'opérations qui sont conséquents. Alors, vous êtes formidable, Thierry Dutoit, parce que justement, c'était une question du public. Vous avez commencé à y répondre, mais probablement plus spécifiquement pour vos fourmis moissonneuses. Comment peut-on estimer que l'on connaît suffisamment une espèce pour l'utiliser, j'imagine, entre guillemets, à bon escient, pour elle et pour nous? Alors, bien évidemment, on ne connaîtra jamais tout. Il y a toujours une part d'incertitude en fait dans l'action. Ce qui permet de réduire cette incertitude, c'est à partir du moment où on a fait l'introduction, etc., où l'opération elle est en cours, c'est les suivis qui sont très fins sur ce qui va suivre. Et c'est pour ça que ces opérations, elles sont jamais menées, de manière opérationnelle, de manière ingénieriale, avant qu'il y ait une phase de recherche dessus, avant qu'il y ait eu sur le terrain des espèces de prototypes, je crois que c'est le bon terme, où on travaille dans des mésocosmes, des petites surfaces, etc., avant de lancer l'opération en grand, pour pouvoir stopper un effet secondaire. Si j'ai un peu de temps, je peux même vous donner un exemple. On a eu un cas en fait où dans une opération de restauration, on vivait une espèce qui s'appelle l'amarante, une espèce rudérale qui nous vient, enfin une espèce des friches, etc., qui nous vient d'Amérique centrale, qu'on connaissait. C'est une espèce qui est très particulière, en fait, c'est ce qu'on appelle une rouleuse de steppe ou une tumbleweed en anglais. Vous les connaissez tous, ces espèces, quand on regarde un western, ce sont les espèces qui tournent, en fait, qu'on voit lorsqu'il y a un règlement de compte à hockey coral, etc. Elles disséminent leurs graines, en fait, une fois que le pied est mort, transportées par le vent. On a tous vu ce genre d'espèce. Et dans une de nos opérations, on connaissait cette espèce. Elle était contrôlée par des herbicides dans des vergers intensifs. Et quand on est passé à la restauration, elle était présente en très grande quantité sous forme de graines. Généralement, quand il n'y a pas d'irrigation, elle meurt l'été. Seulement en août 2014, on a eu un mois très très pluvieux. On a vu cette espèce dominer. Et bien évidemment, quand le Mistral a commencé à souffler au mois d'octobre, on a eu 400 hectares en fait qui étaient couverts par ces espèces qui ont commencé à rouler à travers la plaine de Crau, à travers l'autoroute, qui ont passé les nationales, etc. C'était extrêmement dangereux et qui se sont accumulés, qui ont recouvert des maisons, des bergeries, des bâtiments. Il a fallu nettoyer tout ça, ça a coûté plusieurs milliers d'euros. Donc juste pour montrer qu'on connaît jamais tout, et ce qu'on n'arrive pas toujours à faire, hein, c'est ce principe de chaos déterministe, c'est qu'on n'arrive pas forcément à relier toutes ces interactions qui vont avoir un effet majeur à la fin. Hein, c'est la fameuse image, un petit battement d'aile de papillon à Paris, hop, un ouragan à Tokyo. C'est ça le principe du chaos déterministe. Et le danger, il est là. Et donc pour réduire cette incertitude, pour réduire ce danger, c'est des phases de recherche très importantes, à la fois des recherches fondamentales, mais aussi des recherches appliquées pour limiter au maximum ce risque. Merci beaucoup Thierry Dutoit. Je voudrais qu'on retourne en mer avec Alice Vitou parce que tu as probablement des réactions sur les deux projets et parce que tu nous rappelais tout à l'heure que la destruction des habitats, c'était une des causes majeures de la chute de la biodiversité marine. Oui, tout à fait. Donc effectivement, il y a 5 causes de déclin de la biodiversité de manière générale et la destruction des habitats est la numéro 2. Donc c'est pour ça que je trouve ça, ce sont des projets forcément qui font écho et qui sont très importants. Moi, j'avais juste une petite question. Est-ce qu'il y a d'autres espèces qui, du coup, grâce à ces nurseries, qui du coup viennent, comme par exemple des mollusques? Est-ce qu'il y a d'autres écosystèmes qui se recréent au-delà en fait du corail quand il y a des systèmes de nurseries comme ça? Ou est-ce que finalement c'est très centré sur le corail? Il me semble que dans la vidéo de présentation de l'IPB, c'était évoqué. En fait, pourquoi s'attaquer au corail? Parce que c'est l'espèce fondatrice. Si vous sauvez un récif corallien, vous sauvez toute la biodiversité autour. C'est-à-dire qu'évidemment,
les larves de poissons vont arriver, les poissons vont arriver. Enfin voilà, j'en parlais avec Michel Ignette, qui est un éminent spécialiste et qui suit le projet depuis le début. Il disait bon, les baleines, ça fait mal au cœur de voir qu'elles disparaissent. Mais s'il n'y a pas de coraux, il n'y a pas de baleines. Vaut mieux sauver le corail que sauver les baleines. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est que symboliquement, il faut bien comprendre ça. C'est que c'est l'origine. L'origine, c'est ces habitats, comme vous le dites. Et évidemment, il faut sauver les habitats. Et spontanément, en fait, c'est ça qui est assez fou. Et le commandant Cousteau le disait aussi. Et on le voit. Alors moi, dans mon travail d'artiste, j'ai beaucoup travaillé aussi avec des usines en fermeture, etc. On voit que à un moment donné, quand quelque chose a été mort, quand on commence à y redonner de l'importance et de la vie, tout le reste suit. La végétation, on l'a vu pendant le confinement, la végétation et la nature reprend très vite ses droits, mais il faut d'abord sauver les fondamentaux, et à partir de là, et on parle de message au niveau microscopique entre larves et support, mais le message, il est aussi, c'est le même à grande échelle. C'est-à-dire une fois qu'on a envoyé le message à la nature qu'on va la restaurer, petit à petit, toutes les couches de biodiversité vont réapparaître. Et ça, c'est prouvé. On a introduit des larves de poissons, etc. Mais même naturellement, ça va arriver. Ouais. Une fois qu'on envoie le message à la nature qu'on va la restaurer, elle répond. Elle répond extrêmement vite. Et c'est ça, en fait, c'est ce que disait aussi M. Dutoit. Alors, je dirais peut-être aussi, j'entendais comment on parle de l'artiste qui accompagne un peu ou qui va sensibiliser. Non, on est au-delà de ça. C'est-à-dire que justement, les artistes, on n'est pas juste des illustrateurs. Et ça, je ne sais pas à quel moment on a perdu ça, mais moi, quand je vais au Louvre et que je vois la Joconde, je sais derrière qu'il y a eu aussi d'autres inventions de Léonard de Vinci et qu'un bon artiste était un bon ingénieur, un bon scientifique, un bon astronome, etc. Et moi, c'est ça aussi que je défends, c'est non, on n'est pas juste là pour sensibiliser. Évidemment, l'art est un vecteur de sensibilisation incroyable, on a tous pleuré ou ri en écoutant une chanson, mais on peut proposer plus que ça. Et on a aussi des idées. Et moi, je dirais presque qu'on a besoin d'être accompagné de scientifiques, et les scientifiques ont besoin d'être accompagnés de nous, c'est-à-dire qu'on est les mêmes. En fait, scientifiques et artistes, on est les mêmes, c'est-à-dire qu'on a une idée qu'on veut éprouver et un message derrière, parce que chaque scientifique choisit une spécialité par le cœur, pas par la raison. C'est-à-dire que je pense que quand on choisit les fourmis, c'est pas de manière anodine. Quand on choisit le corail, c'est pas de manière anodine non plus. C'est par la sensibilité. Et nous, les artistes, c'est la même chose. Quand on va créer une œuvre, c'est par sensibilité. Donc je pense qu'il faut ouvrir un peu les chakras aussi et de se dire non, là, on est tous ensemble à Biomime Expo, parce que tous, peu importe du domaine de compétences duquel on vient, on essaye de trouver des solutions. Oui, merci pour ce rappel, Jérémy, parce qu'effectivement, c'est l'esprit et c'est aussi un des grands principes du vivant. Et cette histoire de cette capacité à mêler les talents, les regards, c'est probablement aussi une notion d'hybridation. Et j'en profite pour saluer Gabriel Alperne, qui nous a rejoint sur le plateau, philosophe et auteur, et qui bouclera cet échange. On vous laisse continuer à vous immerger, parce que j'imagine que ça va rentrer en résonance avec votre philosophie. Et on va rejoindre Julien Dalle à Montpellier pour Seaboost, parce que en matière d'habitat artificiel, de nurserie, d'approche régénérative, de biodiversité marine, Seaboost est au-delà d'une start-up maintenant, une entreprise qui se développe et qui a une multitude de projets, tous plus étonnants et inspirants les uns que les autres. Donc merci beaucoup, Julien, de nous faire un petit état des lieux de votre catalogue d'approches régénératives côté Seaboost. Merci beaucoup. Oui. Écoutez, bonjour à tous, merci de m'avoir convié à cette réunion, c'est vraiment passionnant, je ne regrette pas d'être là. Je vais juste en préambule rebondir sur une phrase qui paraît anodine mais qui est assez intéressante, de Jérémy, qui dit s'il n'y a pas de coraux, il n'y a pas de baleine. C'est vrai, et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que s'il n'y a pas de baleine, il n'y a pas de coraux non plus. Des principaux puits de carbone océanique, c'est aussi un des vecteurs d'oxygénation majeurs. Si elles ne sont pas là, les coraux ne peuvent pas survivre. Et en fait, toute la complexité de l'ingénierie écologique aujourd'hui, c'est de comprendre la complexité de ces interactions et d'arriver à avoir une action qui est à l'échelle des enjeux auxquels on fait face, qui sont assez importants. Donc, voilà. Aujourd'hui, l'état de l'art de la science et le biomimétisme sont des choses qui permettent de répondre en partie à ces problématiques-là.
J'ai amené quelques diapos qu'on peut peut-être passer rapidement et puis je vous laisse intervenir au gré des sujets. Globalement, Seaboost, c'est une entreprise d'ingénierie écologique. Notre travail, c'est d'intervenir sur des sites aquatiques qui ont été dégradés, aménagés, altérés, et d'y créer des conditions pour faciliter, accroître, optimiser le retour d'une vie représentative. On peut peut-être passer à la diapo suivante. Alors, encore, voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'était une digue à Rotterdam. La question qui se pose, c'est comment on arrive à intégrer ces ouvrages dans leur environnement. Là, on a la côte du Togo. Autre question, quel est l'impact de cet environnement sur notre vie? Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, les pêcheurs, ils sont même plus capables de mettre leur pirogue à l'eau. Donc, on a toute une économie, tout un aspect socio-économique qui se casse la figure complètement. Si on passe à la diapo suivante, on se pose aussi la question de la manière dont on impacte notre environnement. Ça, c'est une photo de la Grande Barrière de Corail en 2018. Elle n'est plus ni barrière ni corallien. Donc, on a vraiment des gros sujets avec des impacts et des enjeux qui sont à des échelles immenses. Donc, quand on passe à la suivante, la question qui se pose, c'est comment on arrive à répondre à ces enjeux. François Sarano, qui était le chef opérateur du commandant Cousteau et son conseiller scientifique, il avait coutume de dire l'environnement marin est le dernier grand territoire sauvage, avec tout ce que ça implique en termes d'interaction, de manque de connaissances, de manque de compréhension et d'inconnu. Et aujourd'hui, la manière dont on envisage, nous, chez Seaboost, la réponse à ces enjeux, et c'est ce que je mets sur la diapo suivante, c'est de s'appuyer en fait sur les solutions de la nature. Pourquoi? Parce que tout cet écosystème, toute la complexité de cet environnement-là est le fruit d'une évolution de 4,5 milliards d'années. Et en fait, s'appuyer sur la nature pour répondre aux problématiques de la nature avec la nature, c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé, nous, finalement, de maximiser l'adéquation entre ce qu'on propose et la problématique à laquelle on se heurte, tout en limitant le risque de bêtises parce qu'on essaie d'immerger quelque chose qui est le plus conforme possible à ce que la nature propose spontanément. Toute la logique, elle est là. Donc, on travaille sur un certain nombre de sujets. Je vais en passer quelques-uns. On travaille sur les récifs coralliens avec une approche multimatériaux, des géopolymères, des biopolymères, des matériaux biosourcés, un certain nombre de choses, avec notamment le CRIOP que citait François et Laetitia également. On travaille, si on passe sur le suivant, sur les herbiers de Posidonie. Les herbiers de Posidonie, ils remplissent un nombre de fonctionnalités considérables. Et la question qu'on se pose, c'est en Méditerranée, c'est un écosystème ingénieur au même titre que les récifs coralliens. Et qui nous permet de répondre, nous, Seaboost, à deux problématiques en milieu méditerranéen. La première, c'est celle de la nurserie, de l'accueil de la vie. Aujourd'hui, la côte méditerranéenne, elle est fortement ce qu'on appelle artificialisée. On a énormément construit le littoral, on l'a bétonné, on a mis un certain nombre d'ouvrages. Ces ouvrages, c'est des obstacles à l'installation et au développement des larves, des petits poissons, des petits crustacés, etc. La Posidonie, cet herbier, c'est une nurserie. C'est ce qui permet à ces espèces de s'installer et de croître. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on reconstitue structurellement cet environnement à partir d'herbiers qui sont aujourd'hui biosourcés et qui permettent d'accueillir ces larves sur les ouvrages. On vient tapisser les ouvrages avec un herbier qui reproduit la géométrie de l'herbier de Posidonie et qui permet d'accueillir ces larves, de leur permettre de se développer, puis de regagner le milieu ouvert, avec évidemment des compromis. Aujourd'hui, on n'est pas capable de reproduire toutes les fonctions d'un herbier de Posidonie. On n'est pas capable de créer des herbiers qui respirent, qui vont capter du CO2, qui vont libérer de l'oxygène. Ça, ce n'est pas des choses qu'on est capable de faire, mais néanmoins, on supporte certaines fonctionnalités. L'herbier nous permet aussi de répondre à un enjeu d'érosion. Aujourd'hui, on est tous exposés au changement climatique. On a tous en tête des images d'érosion, de plages, de littoraux. Reconstruire cet herbier et être capable en fait de recréer des conditions qui permettent à cet herbier de revenir, c'est un moyen aussi de lutter contre le changement climatique. C'est notamment ce qu'on fait dans le bassin d'Arcachon, mais également en Méditerranée.
C'est en fait l'un des principaux facteurs de contrainte de l'herbier, c'est les conditions hydrosédimentaires. Parce que le forçage de la houle et du courant empêche les larves et les pieds et les feuilles de pousser convenablement et en plus remet en suspension des particules qui créent de la turbidité et empêche la lumière de pénétrer. Pas de lumière, pas de photosynthèse, pas d'herbier, c'est une plante. En créant en fait de proche en proche, en immergeant des patchs d'herbier artificiel pour maîtriser ces conditions hydrosédimentaires et jouer finalement le même rôle sur leur maîtrise que si l'herbier était présent, on favorise de proche en proche le retour d'un herbier, donc d'une nurserie, de toutes les fonctions écologiques associées, mais on limite aussi le départ sédimentaire et on atténue la force de la houle à la côte, et comme ça, en fait, on lutte contre l'érosion. Voilà, donc en fait, cet herbier, ça illustre vraiment la manière dont structurellement, on arrive à reproduire la fonction d'un herbier et une partie de ses fonctionnalités écologiques. Ce qu'on voit en haut à droite sur cette diapo, c'est des résultats, c'est des photographies sur ces herbiers après quelques années passées sous l'eau. On voit que c'est des éléments c'est dans le grand port maritime de Marseille, ça. Donc, a priori, c'est pas un environnement dont on se dit spontanément, hein, ça va être classique de vie. Et pourtant, ce qu'on voit, c'est que ces herbiers, après 5 années, ils supportent merveilleusement bien cette fonctionnalité de nurserie. On a multiplié l'abondance par un facteur qui peut aller jusqu'à 17 fois plus de poissons. On a jusqu'à 4 fois plus de diversité, donc 4 fois plus d'espèces qui sont là que les endroits où on n'a rien mis. Donc, on a vraiment des résultats qui sont intéressants de ce point de vue-là. Je vais basculer rapidement sur le deuxième projet pour ne pas monopoliser la parole. Une autre question qu'on se pose, toujours dans cette logique de lutte contre l'érosion et de préservation des écosystèmes côtiers, c'est celle de la mangrove. Aujourd'hui, la restauration de la mangrove, si on passe sur la diapositive suivante, donc ça, c'est l'image en fait qu'on peut avoir d'une restauration de mangrove. Et en fait, quand on passe derrière, on obtient généralement quelque chose qui ressemble plutôt à ça. La raison, elle est assez simple en fait. C'est qu'aujourd'hui, l'essentiel des opérations de restauration de mangrove repose sur de la replantation. On vient réinsérer des espèces sur un site. Or, la mangrove, c'est un écosystème qu'on dit zoné. Il y a une soixantaine d'espèces de palétuviers et chaque espèce cherche des contextes qui lui sont très particuliers et qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, on n'est pas capable de dire telle espèce de palétuvier, elle veut être installée à tel endroit, avec telle durée de marée, avec telle salinité, avec tel courant, etc. On sait que chacune a des préférences, on n'est pas capable de les identifier. Donc en fait, quand on replante, c'est la loterie. Si on a la chance de planter le bon arbre au bon endroit, tout va bien, mais dans la plupart des cas, ça fonctionne pas comme ça. Et du coup, on a une grande mortalité. L'image, c'est planter un sapin au Sahara. Ça ne marchera pas. Là, c'est un peu le même problème, sauf qu'on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas, mais en tout cas, ça ne marche pas. Donc, la question, c'est comment on fait en sorte de ramener la mangrove sur des sites où elle est importante par sa fonction écologique, par les services écosystémiques qu'elle produit pour les populations locales, de la pêche, de la conchyliculture, du tourisme parfois, de la protection contre l'érosion, de la capture de carbone. La mangrove capture 5 à 10 fois plus de carbone par hectare qu'une forêt primaire tropicale. C'est énorme, c'est un puits de carbone qui est absolument phénoménal. Donc la question qu'on s'est posée, c'est celle-ci. Et la réponse qu'on a eue, c'est sur la diapo suivante. En fait, elle nous vient du biomimétisme. Pourquoi ? Parce que le principal facteur de restauration de la mangrove, c'est l'hydrodynamisme. Donc on a conçu sur la base du biomimétisme une solution qui permet d'être implantée dans le milieu et de reproduire les conditions hydrosédimentaires qui sont exercées par la mangrove sur son milieu. On reproduit en fait la géométrie d'un pied de palétuvier de manière aussi fidèle que possible. C'est passé par un certain nombre d'essais, de modélisation, de calcul de coefficients de traînée en rapport avec l'épaisseur des racines, leur rugosité, leur tortuosité, leur longueur, l'occupation de la colonne d'eau. Il y a beaucoup de travail qui a été fait là-dessus. Et en fait, on est abouti à un objet, je vous passe l'essentiel, mais la philosophie, c'est vraiment ça, c'est arriver par biomimétisme à reproduire les effets que pourrait avoir une mangrove sur cet environnement pour que derrière, les conditions soient similaires à ce qu'elles devraient être si la mangrove est là. Et c'est ces conditions-là qu'on recherche pour favoriser l'implantation spontanée des propagules. On peut passer rapidement sur les diapos suivantes qui sont une séquence en fait. Donc là, on part du principe d'une mangrove qui est saine. La mangrove est dégradée, donc on a des phénomènes érosifs qui se mettent en place, une disparition des palétuviers. On met en place les dispositifs qui permettent de lutter contre cette érosion, créer en arrière un contexte hydrosédimentaire favorable à la réinsertion des palétuviers qui se réinstallent progressivement et qui peu à peu vont prendre la place de ces dispositifs,
s'y substituer. Les dispositifs, eux, c'est pas des choses qui ont vocation à être pérennes sur des dizaines d'années. Donc, petit à petit, ils vont disparaître et laisser la place à une mangrove qui va supporter toutes ces fonctions et tous ces services et qui sera restaurée en fonction de la diversité génétique locale, de la diversité spécifique locale, avec les caractéristiques du site qui vont bien et produire des services à destination des acteurs locaux qui sont appropriés. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais ça permet de donner une illustration. Ça, c'est une autre illustration de projet qui se passe à Agde, aussi inspiré des environnements de mangrove sur le volet hydrosédimentaire. Voilà. Je vais m'arrêter là, peut-être pour pas monopoliser la parole et peut-être c'est un peu vivant, mais ça permet d'avoir un éclairage en fait sur cette démarche-là. Non, pas du tout trop long. Merci Julien. On est là pour ça, hein, pour justement mieux connaître et faire découvrir tous ces formidables projets. Je me tourne tout de suite vers Alice Vitou parce que tu as abordé cette idée de bénéfice écosystémique et on aura peut-être aussi une réaction de Thierry Dutoit. Alice. Oui, moi, ce que je trouve passionnant dans tout ça, c'est justement d'avoir une vue transverse sur tous ces écosystèmes. Comme on le disait au début, un écosystème, c'est vraiment l'environnement. Donc, travailler sur l'environnement, ce sont les espèces marines qui vivent dans cet environnement et le lien entre ces espèces marines et leur environnement. Donc, en fait, travailler sur l'écosystème, c'est travailler sur tout ça. Moi, ce que je trouve très chouette, c'est justement de donner cette vision systémique sur l'écosystème et en particulier celui qui me passionne, qui est l'écosystème océanique. Qui est un écosystème, j'imagine, comme l'écosystème terrestre, mais peut-être encore pire, bourré d'interactions et un équilibre, on le sait, on est régulièrement sensibilisé à ça, un équilibre extrêmement fragile. Est-ce que tu peux nous rappeler les grands facteurs de cet équilibre du marin et de la biodiversité marine ? Alors, effectivement, c'est un écosystème qui est très complexe de par la diversité des espèces, le fait qu'effectivement, elles sont, la vie est dans les océans depuis des milliards d'années et donc elles sont dotées de capacités qui sont absolument fascinantes et donc toutes liées entre elles. Par exemple, on voit le krill, la toute petite crevette d'eau froide qui est essentielle dans tout l'écosystème, notamment en océan austral, et donc il y a un maillon clé. Donc, il y a un équilibre à trouver dans tout ça et qu'il ne faut pas perturber. Donc, on en discutait tout à l'heure. Il y a 5 grandes familles d'impact sur cette biodiversité. Le premier, ça va être la surpêche. Le deuxième, la destruction des habitats, donc en plein dans le sujet d'aujourd'hui. Le troisième, ça va être le dérèglement climatique, puis la pollution, puis les espèces invasives. Donc ça, c'est quand on regarde l'océan. Et donc, c'est l'IPBES qui a fait ce classement-là. C'est une des vertus de la fresque Océane que de nous expliquer tous ces principes en cascade. Tout à fait. Donc en fait, la fresque Océane, c'est un atelier d'une centaine de cartes. Donc voilà, ça se joue comme ça. L'idée, c'est de recréer les liens entre les cartes. Donc on va aborder différentes thématiques. On va parler bien sûr des apports écosystémiques, donc tout simplement ce que nous apporte l'océan. La biodiversité, comprendre les différents échelons et les liens entre les différentes espèces. Puis on va travailler sur 4 grands impacts, 4 grandes activités humaines. La pêche, les industries maritimes, le climat et la pollution. Donc pendant 3 heures sur l'atelier complet, on va faire le lien entre toutes ces cartes et bien sûr la carte corail, je la montre pour être bien entendu le corail. Je rappelle que Alice, nous et vous propose une masterclass fresque Océane à 14h30. Et peut-être rappeler aussi que c'est nous qui la faisons, cette fresque, au départ, et ensuite tu nous expliques si on s'est un peu trompé et tu nous réaiguilles. C'est ça. En fait, le format, je me suis inspirée de la fresque du climat, qui est un atelier que j'ai découvert il y a 2 ans et qui a maintenant grandi de façon exponentielle. Donc, le principe, c'est d'expliquer le dérèglement climatique par un jeu de cartes, justement, de 42 cartes pour faire des liens de cause à conséquence. Et le format marche extrêmement bien, c'est complètement collaboratif, puisque ce sont les personnes qui, sur un grand bout de papier, vont pouvoir faire les liens entre les cartes et vont comprendre en fait eux-mêmes, être d'une certaine manière acteurs de leur prise de conscience et au fur et à mesure vont voir en fait et créer leur fresque du climat. Donc en fait, moi j'ai appliqué ce format sur la thématique de l'océan pour aborder l'ensemble de ces thématiques. Donc c'est complètement collaboratif et le format de cet après-midi donc est un format particulier, c'est un format d'1 heure donc qui se fait en ligne et qui est donc sous forme d'une masterclass. En fait, là, les participants vont sur leur téléphone répondre à une vingtaine de questions et en live, en fait, suite aux réponses, ils vont recréer cette fresque Océane simplifiée.
Julien Dalle, c'est aussi un point que tu as abordé, je crois, dans ton propos, c'est l'importance de savoir évidemment où agir, avec quel type d'espèce, pour attendre quel type de résultat. Ce travail itératif, j'imagine, vous accompagne toute l'année. Oui, c'est l'une des principales questions qu'on se pose avec celle de la mise à l'échelle, c'est comment intervenir pour maximiser le bénéfice en minimisant le risque. C'est ce que disait Thierry un peu plus tôt. En fait, quelque part, c'est une question qu'on se pose tous. Aujourd'hui, la part de mes connaissances, elle est très grande. Donc, c'est le principe même d'un monde sauvage. En fait, ce qui convient de comprendre, c'est les principales interactions au sein de l'écosystème et les espèces qui sont dites ingénieurs, clés de voûte, et qui permettent de supporter tout cet écosystème, que ce soit herbier, coraux, mangroves. Il s'agit vraiment de comprendre dans l'écosystème le rôle qui est joué par ces espèces, les raisons pour lesquelles elles exercent cette fonction-là, et arriver à booster, se substituer, favoriser le retour de ces écosystèmes de manière à ce qu'ils supportent à nouveau ces fonctionnalités qui sont en fait à la base, à la source, qui sont la fondation du vivant à un endroit donné. Il y a des endroits où c'est plutôt bien connu. Enfin, on sait que le corail supporte ces fonctions sur le récif. Il y a des endroits où aujourd'hui on a encore de grandes questions sur la manière dont fonctionnent, par exemple, les écosystèmes de fond sableux. On a du sable partout, mais de là à comprendre toutes les interactions de ce milieu-là, on a encore peu de... Et c'est la raison pour laquelle on travaille en si étroite collaboration avec la science dans tous les domaines. Aujourd'hui, il y a un binôme nous concernant, Ciboost, laboratoire, université, etc., qui est quasi systématique. Moi, ce qui est intéressant dans cette démarche, effectivement, c'est... moi, je suis scientifique de formation et je trouve qu'il y a plusieurs étapes. Il y a vraiment le fait de comprendre, donc c'est comprendre comment ça fonctionne, donc on en a parlé à plusieurs reprises, avoir cette connaissance. Il y a la reconnexion qui est juste fondamentale, donc autant que possible, quand on peut aller plonger ou au moins regarder des vidéos et vraiment se reconnecter au vivant. Et après, il y a travailler sur les solutions et les actions. Et moi, c'est quelque chose qui est toujours très fort dans les ateliers, c'est une fois qu'on a pris conscience, qu'on a compris, qu'on s'est reconnecté, toujours la question de qu'est-ce qu'on peut faire. Donc on travaille dessus dans les ateliers, c'est voilà, prendre par étapes, voir quelles actions on peut avoir à titre individuel. On est tous des citoyens, on est tous dans une collectivité, on est souvent des collaborateurs, on a un pouvoir de vote aussi. Et donc en fait on travaille sur les différentes thématiques, sur voilà, la pêche, le climat, etc. pour faire émerger des solutions et des actions pour que les personnes ressortent en se disant ok, j'ai compris, j'ai ressenti, j'ai eu de l'émotion et je repars avec des clés concrètes. Je sais maintenant voilà, comment je vais acheter ou mieux consommer mon poisson, comment je vais consommer, pourquoi est-ce que le fait de consommer local, c'est une place en moins sur un porte-conteneur et quel impact ça va avoir sur l'environnement, le sujet de la pollution. Et donc il y a de repartir vraiment avec des clés concrètes et pas juste le constat. Oui, alors un mot complémentaire de Jérémy, après on se tournera vers Thierry Dutoit sur la difficulté à expliquer ces effets écosystémiques. Oui, très rapidement, en fait, c'est que ce que tu dis, je trouve que c'est très important, dans le sens où il y a des étapes, évidemment, pour le gros public qui n'est pas forcément déjà sensibilisé à tous ces enjeux. Il faut sensibiliser, faire comprendre des systèmes, des microcosmes complexes. Et du coup, des fois, on a rarement le temps d'aller jusqu'au bout et je ne sais pas si c'est ce qui arrive à la fin des fresques. Mais moi, j'ai rarement le temps de dire ça. C'est si je suis fondamentalement honnête et si j'ai le temps d'être honnête dans mes présentations, je dis brièvement que j'essaye de sauver le corail. Mais c'est nous, en fait, que j'essaye de sauver. C'est que le corail, la nature, elle est résiliente. La nature n'a au contraire pas besoin de nous. Et en fait, c'est l'espèce humaine qui est en jeu finalement. Et il faut du temps pour arriver à se dire ça, qu'à la fin, une fois qu'on a compris toute cette chaîne, on voit qu'en fait le maillon un peu gênant dans tout ça, c'est l'être humain. Et donc oui, on dit qu'on sauve les coraux, les écosystèmes, mais en fait, pour moi, en tout cas dans Corail Artefacts, ce que j'essaye, c'est vraiment de trouver cette place presque philosophique de l'être humain dans ces cercles vertueux. Et c'est ça qui est difficile, c'est d'amener jusqu'à la fin. Et je pense que des exercices comme celui que tu proposes peuvent vraiment aider à amener le public à ça. On n'a pas le temps habituellement quand on est focus dans les recherches, mais je pense que c'est fondamental d'arriver à ce stade-là.
C'est ça qui est important. Toutes les recherches biomédicales, tous les médicaments qui sont issus du corail. Donc il y a la beauté du corail qu'on va avoir envie de protéger. Mais justement, on en parle, tous les médicaments qui sont issus du corail. Le fait que le corail, effectivement, héberge la biodiversité marine. Et pourquoi le corail, pour prendre cet exemple, est effectivement important pour l'homme. Oui, merci d'avoir rappelé ça parce qu'effectivement c'est tout l'esprit et la philosophie, je dis des guillemets parce que je mets des guillemets, de tout ce qu'on fait, de tout ce qui nous anime, parce que cette idée que l'homme va sauver le monde est une idée encore une fois très anthropocentrée. Donc c'est pas l'homme qui va sauver la planète, c'est la planète qui va sauver l'homme, c'est bien connu. Thierry Dutoit, est-ce que c'est compliqué d'expliquer justement ces bénéfices écosystémiques? Alors, c'est à la fois compliqué et c'est dangereux parce que bien, ça vient d'être évoqué, hein, la nature, c'est pas que des services écosystémiques, bien évidemment. Elle n'est pas là que pour servir l'homme, elle doit pouvoir exister en soi. Et c'est pour ça qu'on a une évolution très intéressante dans le domaine de la réhabilitation et de la restauration des écosystèmes. Où avant, on avait des écosystèmes de référence qui sont des écosystèmes culturels, des écosystèmes qui ont été souvent façonnés par l'homme, surtout dans les pays du nord de l'hémisphère nord, c'est-à-dire des paysages de bocage, des prairies, des choses qui sont finalement assez éloignées de la nature naturelle. Et aujourd'hui, on constate en fait une évolution qui est un peu salutaire. On ne va pas restaurer ou réhabiliter que pour en attendre des services et des fonctions qui sont favorables à l'homme, mais aussi de plus en plus laisser faire la nature, lui laisser ce qu'on appelle sa libre expression, faire ce qu'on appelle aussi du réensauvagement, où cette fois-ci, ce qui est les objectifs, on n'attend pas forcément un résultat, ça a été dit, hein, la nature, elle est résiliente globalement. Dans un projet de restauration, on la pilote, on l'accompagne, mais il n'y a pas de milieu azoïque sur Terre, même dans les pires milieux qui ont été pollués, etc. On a toujours de nouveaux organismes qui s'installent, on a de nouvelles natures qui se mettent en place. Et ces notions, elles sont très importantes de pas réduire la nature à sa biodiversité et à ses fonctions. Et ce qui se passe actuellement est assez salutaire, en fait, de pas réduire tout ça à cette approche, je dirais, anthropocentrée. L'approche qu'on dit écocentrée, elle est aussi très importante, bien que les scientifiques ne sont pas toujours les meilleures personnes pour savoir ce que peut nous dire la nature. Les artistes, les philosophes, etc., les chamans, toutes ces personnes sont bienvenues. Donc voilà, les services écosystémiques, c'est un point. La mesure, alors si on rentre dans la technique, oui, c'est difficile de mesurer les services écosystémiques. Certains sont facilement accessibles, d'autres sont difficiles. Il y a des synergies entre services écosystémiques, mais surtout ne pas réduire la nature, ce qu'on peut être amené à faire pour l'accompagner ou simplement le plaisir de la regarder, à de la restauration, de la réhabilitation de fonctions en faveur de l'homme. Merci beaucoup Thierry Dutoit. Alors justement, on aime bien aussi mêler les compétences, les talents, l'art, la science et la philosophie. Donc nous sommes très heureux de retrouver Gabriel Alperne pour clôturer cette émission qui vient de publier, je voudrais le montrer mieux à l'écran, Tous Centaures chez Le Pommier. Éloge de l'hybridation. Merci beaucoup Gabriel d'être ici avec nous pour nous partager votre ressenti sur ce que vous venez d'entendre et nous expliquer pourquoi l'éloge de l'hybridation et finalement est-ce que la nature vous inspire également dans cette approche de l'hybridation? Alors, il y a plusieurs questions dans cette question. Alors j'ai effectivement entendu des choses très intéressantes, notamment tout le sujet, effectivement, comment hybrider les scientifiques et les artistes. Le sujet, effectivement, aussi de est-ce que la nature est au service de l'homme ou pas. Voilà, grande question aussi philosophique. En tout cas, pour le premier sujet, sur l'hybridation, effectivement, des disciplines, c'est vrai qu'on aime bien ranger les choses dans les cases. C'est la raison pour laquelle, depuis toujours, les êtres humains se sont méfiés de ce qui est hybride. Là, aujourd'hui, le terme d'hybridation commence à un peu entrer dans le débat public, mais pendant des années, pendant des siècles, enfin, je veux dire de quelque chose ou de quelqu'un qu'il était un peu hybride, c'était rarement un compliment. Bon, autour d'hybride, il y a aussi une bâtard, enfin voilà. En tout cas, l'hybride, c'est ce qui est sans origine, sans identité. Donc voilà, encore une fois, comme on ne peut pas coller une étiquette, bah forcément, ça suscite la méfiance. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu utiliser la figure du centaure, qui, à mon sens, incarne parfaitement ce qu'est l'hybride. Intéressant parce que cette figure du centaure dans l'Antiquité, elle est toujours décrite, et puis après, même par les artistes, dépeinte ou sculptée, comme une
une figure monstrueuse, un être sauvage, méchant, violent, enfin en tout cas comme quelqu'un qui vous veut du mal. Donc ça dit beaucoup de notre rapport à l'hybride, c'est-à-dire on se méfie de l'hybride, on se dit alors l'hybride c'est quelque chose qui va me menacer. Donc c'est intéressant d'étudier, mais finalement pourquoi? Donc encore une fois, c'est parce que on a besoin de mettre les choses dans des cases, de mettre la réalité dans des cases. Et quand je dis la réalité, c'est le monde, c'est la nature. Voilà. Donc on range les choses dans des cases avec des étiquettes. Et le problème, c'est qu'en fait, on oublie que la réalité est fondamentalement hybride. Enfin, en tout cas, une énorme part de la réalité est hybride. Et donc, du coup, on est complètement déstabilisé par ça. Alors, pour aller un peu plus vite dans l'idée, c'est que ce qui est intéressant, c'est que finalement, du coup, pendant des siècles, on s'est un peu empêché de penser l'hybride, on a un peu refoulé les centaures, fait comme s'ils n'existaient pas, Et puis on arrive aujourd'hui, avec la mondialisation, avec le numérique, avec un certain nombre de choses, où finalement les centaures reviennent subrepticement sur le devant de la scène et nous disent non, en fait, la réalité est hybride, la nature est hybride, et donc il va falloir faire avec. Voilà. D'où une forme de malaise. Donc on peut voir effectivement aujourd'hui, alors parfois avec des retours vers l'identité, voilà, on rejette un peu l'hybridité. Ou alors avec justement le fait de se dire finalement la réalité n'entre plus dans mes cases, et donc plus le monde est hybride et plus les cases se vident. Et donc, j'essaye de les remplir avec autre chose. Donc, les fake news, le complotisme, les idéologies, enfin, voilà. Donc, c'est en ça que, à mon sens, voilà, le monde est hybride, il faut l'accepter, la nature est hybride. Et c'est une nouvelle extraordinaire. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est l'éloge de l'hybridation, c'est dire, c'est une opportunité extraordinaire pour la société, pour l'être humain. Voilà, il faut l'assumer, l'accepter et l'apprivoiser. Et est-ce que ce retour des centaures, c'est aussi parce que, à côté de l'idée de l'hybridation, on est aussi dans une société qui est en train de se métamorphoser, qui est en train d'évoluer? Oui, on voit effectivement cette hybridation. Alors bon, aujourd'hui, avec la crise sanitaire, on voit le terme hybride apparaître dans des sujets alors il y a des réunions hybrides, des événements hybrides, bon, voilà. Le travail va être hybride, etc., etc. Il y a quelques années, c'était surtout employé dans le secteur automobile avec les voitures hybrides. Mais en fait, si on réfléchit bien, autour de nous, ce processus d'hybridation accélérée du monde, en fait, touche presque tous les domaines. On le voit, par exemple, dans les objets. Bon, excusez-moi pour l'exemple très trivial, mais nos téléphones. Voilà, un téléphone, maintenant, on est dans la multi-usage, multifonctionnalité. Un téléphone, c'est aussi un GPS, c'est une radio, c'est une télévision, c'est plein de choses. D'ailleurs, c'est aussi de la contradiction, parce que c'est ça ce que j'aime dans la question de l'hybride, c'est que c'est une question qui porte fondamentalement la contradiction. Et d'ailleurs, ça ne nous gêne pas. Votre téléphone, c'est à la fois un objet de loisir et aussi un espace professionnel. C'est le bureau, le loisir, c'est le sérieux et le ludique. Et en fait, ça ne nous gêne pas, cette contradiction. Donc ça, c'est effectivement, on le voit donc dans nos objets. On le voit effectivement également, par exemple, dans les villes. Du fait de la prise de conscience écologique, il y a de plus en plus de projets de végétalisation des villes. Il y a des fermes urbaines, des potagers, des élevages d'animaux sur les toits. Et ce qui est intéressant, c'est que, du coup, si on continue dans cette tendance-là, progressivement, cette hybridation entre la nature et l'urbanisme font que petit à petit, la frontière entre ville et campagne va être de plus en plus ténue. Il va y avoir une hybridation entre ville et campagne. Voilà, donc encore un exemple, voilà, dans les territoires. Et ça, ces exemples, je pourrais les multiplier à l'infini. Dans l'industrie, dans les sociétés de services, dans les modèles organisationnels des entreprises ou des institutions publiques. Petit à petit, il y a cette idée que l'hybridation, l'approche hybride peut être intéressante et puis surtout, elle correspond mieux au monde tel qu'il est. Et alors, en matière de biomimétisme, on parle souvent de pluridisciplinarité, oui, de multifonctionnalité des surfaces dans le vivant, qui est une des composantes assez récurrentes. Et on explique souvent qu'en matière d'innovation et de créativité bio-inspirée, une des difficultés, c'est le facteur humain, c'est cette capacité à écouter l'autre qui vient d'une autre discipline, d'un autre secteur. Qu'est-ce qui explique docteur, notre difficulté à écouter l'autre et à s'ouvrir à la pluridisciplinarité? Oui, alors c'est intéressant parce que, alors, en fait, je n'aime pas le terme de pluridisciplinarité ou d'interdisciplinarité parce que finalement, en fait, on se parle, mais en fait, chacun parle depuis là où il est. Et chacun, finalement, reste dans sa chapelle. C'est-à-dire que il n'y a pas une vraie rencontre. Alors, je vais vous expliquer. Je vais prendre la métaphore du centaure. Moi, dans le centaure, ce qui m'intéresse, donc cette figure mi-homme, mi-cheval, quelle est la relation entre ces deux entités au sein du centaure? Est-ce qu'ils sont, donc l'homme et le cheval, dans une relation de fusion?
Est-ce qu'ils sont dans une relation d'indifférence, genre on juxtapose, voilà, et puis, ou est-ce qu'ils sont dans une relation de conflit, c'est-à-dire il y en a un qui essaye de prendre le pas sur l'autre et de faire disparaître l'autre. Bon, ça pour moi, ce sont les 3 pièges de la relation à l'autre. Alors ça, on peut le pousser dans l'amitié, dans l'amour, en géopolitique, dans les relations internationales, voilà. Les 3 pièges de la relation dans lesquels il ne faudrait surtout pas tomber, c'est l'indifférence, la fusion, la tentation de la fusion, ou le conflit, et qui, à terme, ferait disparaître l'autre. Pour moi, il y a une 4e voie, et la 4e voie, vous l'avez dit vous-même, c'est la métamorphose. Et donc, quand il y a 2 disciplines qui discutent, voilà, c'est pas est-ce que l'artiste accompagne le scientifique? Non, c'est pas ça. Est-ce que chacun fait un pas de côté, sort de son identité, voilà, accepte de faire ça? Alors c'est douloureux, hein, évidemment. Et du coup, se métamorphose, et en se métamorphosant, bon il n'y a plus d'homme, il n'y a plus de cheval, il y a un centaure. Voilà. Et cette tierce figure, alors ce sont les tiers-lieux, on peut pousser l'idée plus loin dans absolument tout, des tiers services, des tiers usages, etc., pour dépasser la contradiction. Et on a du mal à se décadrer parce que cette identité nous rassure aussi. Oui, c'est terrible. Enfin, voilà, ça fait des siècles. On est réfugié dans ce terme d'identité que je déteste parce que, étymologiquement, l'identité, c'est identique, ce qui reste le même. Mais on reste jamais le même. Enfin voilà, on grandit, on vieillit, on change, on rencontre des gens qui nous métamorphosent, et c'est la vie, et c'est extraordinaire. Hein. Et donc il faudrait surtout pas se cramponner à cette identité. D'ailleurs, identité propriété. Voilà, je suis propriétaire de mon truc. Je pense qu'au contraire, il faut plutôt sortir de cette idée-là et être plutôt dans un schéma, voilà, d'hybridité et donc de métamorphose permanente. On le voit bien aujourd'hui avec la crise sanitaire, où finalement une approche hybride, c'est la meilleure manière d'être plus résilient, c'est-à-dire de s'adapter, d'être réactif. Si, je prends un exemple très concret, si mon métier, je ne peux plus du tout l'exercer tel qu'il est parce que Covid-19. Bon, et du coup, comment est-ce que si je reste enfermé dans l'identité de mon métier, c'est fini. Comment est-ce qu'au contraire, je peux essayer de me dire comment est-ce que je pourrais hybrider mon métier avec d'autres métiers? Comment est-ce que je pourrais essayer de me métamorphoser et donc voilà, d'être en mesure d'être innovant, de créer encore une fois cette tierce figure. Nous, on est d'accord. On est d'accord. Peut-être une réaction de Jérémy. Ça me parle beaucoup parce que c'est vraiment, je dirais, mon quotidien. En fait, c'est justement de montrer en quoi l'hybridation, elle est là. Elle est là. Donc il faut y aller. Mais c'est bien de comprendre les mécanismes qui sont derrière, qui sont en jeu. Moi je le vois, on a eu des problèmes aussi avec des gens avec qui on a collaboré du milieu scientifique. Avec le recul, j'ai essayé d'analyser ces problèmes et justement, je pense que vous touchez du doigt quelque chose de très important. Je pense qu'il y a là, je vous donne un exemple concret. Je vous ai parlé de la reproduction du corail. J'aurais pu vous dire les planula. C'est le nom scientifique du mot larve. Est-ce que c'est intéressant de sortir ce mot scientifique dans ce contexte-là alors que je suis en train de partager avec un public divers? Non. Et en fait, le problème, c'est ça. Il faut d'abord une acceptation avec qui on parle, exactement ce que vous disiez, sortir de son identité pour créer un... Moi, je pense que ça passe beaucoup par le langage. Je pense que effectivement, c'est difficile. C'est difficile de trouver des crédits pour la science. C'est difficile de trouver des fonds pour l'art. C'est une période qui est économiquement, sociologiquement, tout est difficile. Donc c'est vrai qu'on se retranche un peu derrière nos cases. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le langage. Ouais, du coup, c'est moi qui fais la bibliographie du projet. Je dois lire des thèses. Je n'ai pas de formation scientifique. C'est extrêmement compliqué. Sauf que je m'aperçois, avec un dictionnaire à côté, je vais mettre à peu près une semaine à comprendre une thèse qui finalement, je vais pouvoir la résumer simplement. Et je me dis, c'est pas la faute du scientifique qui l'a rédigé, c'est que c'est le langage qu'on lui impose. On a la même chose, par exemple, quand on a un partenaire, on fait un contrat. Et là, c'est le langage juridique. Et on se rend compte qu'un contrat rédigé par un avocat qui fait 6 pages, il peut tenir en 4 lignes en disant moi je fais ça, toi tu fais ça, on s'engage là-dessus, s'il y a un problème, on essaie de le résoudre, voilà, etc. Et tout ça, en fait, je pense que l'hybridation, tout ça, c'est important, c'est intéressant, parce que je pense que pour s'hybrider, il faut déjà se dégager de tous les micro-remparts que chaque discipline a pu mettre pour se sectoriser et pour s'enfoncer dans son secteur à soi, pour pouvoir s'ouvrir aux autres. L'hybridation, ça aide à résoudre des conflits aussi? Oui. Alors, 2 choses. Ce qui est intéressant dans ce que vous décrivez, alors,
Lucrèce, ça rejoint ce que dit Lucrèce, et j'adore sa métaphore. Donc, dans son livre De la nature, il explique qu'en fait, au départ, les atomes tombaient en ligne droite, voilà, un peu comme des gouttes de pluie. Voilà. Chacun tombe en ligne droite, donc on pourrait dire dans son couloir de nage. Et puis à un moment donné, il y a un petit atome qui dévie. Mais vraiment un tout petit peu. Et le fait qu'il dévie, du coup, il va s'entrechoquer avec un autre qui était dans son couloir de nage. Et puis, paf, voilà. Ça va permettre de pouvoir créer, de pouvoir innover, voilà. Et donc, cette idée, j'aime bien parce qu'en fait, derrière, c'est l'idée du pas de côté. C'est l'idée, en fait, il faut marcher de travers. Voilà. Il faut apprendre à marcher de travers. Alors, certes, il y a un choc, il y a un entrechoc, mais c'est ça qui permet la rencontre. Et ce qui est fou, encore une fois, pour pouvoir être vraiment... c'est un sujet plus que d'actualité. C'est tout le sujet, comment est-ce qu'on va hybrider l'enjeu, le défi politique, le défi économique, le défi sanitaire. Et on voit bien là, c'est tout un sujet, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on puisse hybrider des scientifiques qui ont leur sujet, qui ont leurs enjeux, qui ont leur représentation, qui ont leur langage aussi, et leurs préjugés vis-à-vis des autres. Et puis idem, le politique qui a ses enjeux, l'administration qui a aussi les siens. Et finalement, on voit bien là que c'est tout le sujet de ce défaut, de cette difficulté à s'hybrider, parce qu'encore une fois, chacun parle depuis là où il est, sans faire de pas de côté. Voilà. Mais s'ouvrir... Pardon, Jérémy, vas-y. Sans prendre en compte l'émotion aussi. En fait, je pense que tout simplement, s'il y avait justement de l'honnêteté, par exemple, si vous prenez l'exemple de la crise sanitaire, je pense que on n'en veut jamais à quelqu'un de faire une erreur, on en veut surtout à quelqu'un de dire non, j'ai rien fait, et surtout de ne pas d'expliquer ces difficultés-là. Je pense que si on est de domaines différents, la première chose aussi c'est de le comprendre, mais pour comprendre le domaine il faut exprimer les difficultés. Moi j'ai rarement rencontré un scientifique qui avait, alors avec toute la pudeur que évidemment il faut enlever cette pudeur, mais de dire voilà, moi mon travail c'est ça, voilà mes difficultés, et moi j'arrive en tant qu'artiste, voilà mon travail, voilà mes difficultés, ok, maintenant on a tout mis sur la table, comment on avance autour de ça. Mais voilà, il faut se faire confiance, et l'hybridation, je pense qu'il y a cette notion de confiance, et aussi de ne pas avoir peur de dire j'ai des difficultés, j'ai un bagage, j'ai tout ça, j'ai toutes ces contraintes. Moi aussi j'en ai, et comment les... Voilà, vraiment cette question d'honnêteté au niveau émotionnel, je pense qu'elle est vraiment importante. Ouais. Peut-être, je crois que François Briand a une réaction ou une question. S'il te plaît, François. Oui, je voulais juste réagir. Je trouve cette discussion passionnante. Je voulais simplement évoquer peut-être une piste pour aider un peu aux solutions par rapport à ces problèmes d'hybridité. Et c'est aussi quelque chose qu'on veut expérimenter l'année prochaine. On a beaucoup parlé de biomimétisme pour régénérer les écosystèmes. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est mettre en place ces méthodes de régénération des écosystèmes et se servir des écosystèmes comme source d'inspiration au sens biomimétique du terme, pour transformer les organisations, les relations entre justement des populations différentes qui ont du mal à communiquer. Au sein des hôtels, c'est ce qu'on a prévu de faire, de leur proposer une transformation basée sur l'usage des services écosystémiques comme référentiel, mais pas pour les consommer, mais vraiment pour s'en inspirer, pour comprendre comment ils fonctionnent et transposer ça dans l'organisation. Comment faire travailler un jardinier avec un cuisinier, comment faire travailler un responsable de la gestion du jardin, du parc avec un permaculteur, comment faire travailler quelqu'un qui est en charge de la restauration du corail avec les activités touristiques, de façon à ce que non seulement l'organisation change, mais que l'expérience que ces hôtels vont proposer à leurs clients, à leurs touristes, puisse changer aussi et devienne un vecteur de transformation, quelque part d'hybridation. Donc on revient à ce que disait Alice tout à l'heure. Moi je pense, et dans l'équipe de l'IPB, c'est ce qu'on pense tous, c'est l'immersion au sein de ces écosystèmes qui va pouvoir transformer le regard, non seulement sur la nature, mais dans nos façons de réfléchir aussi. Merci François. Je laisse réagir Gabriel Alperne. On va prendre encore une ou deux questions et puis on va clôturer cette émission. Oui, c'est intéressant ce qui est dit sur la possibilité justement entre les populations de s'hybrider, de s'entrecroiser. Effectivement, on le voit à l'échelle de nos territoires, ou à l'échelle de la ville ou du quartier. En fait, ce qui est terrible, c'est que là encore, les choses ont vraiment été
pensé en silo. Bon, encore une fois, je suis vraiment avec l'actualité, avec le Covid, mais il y a vraiment un coup de projecteur qui a été mis, par exemple, sur les maisons de retraite, où on a pris conscience de la solitude, l'éloignement de tous ces éléments-là. Alors, ce que je dis, évidemment, ça paraît complètement décalé aujourd'hui à l'heure du Covid, mais bon, en même temps, on ne sera pas toujours avec le Covid, donc il faut aussi savoir penser l'avenir. Mais je pense que cette idée de se dire, bon, alors on va mettre tous les incubateurs de start-up ensemble, on va mettre tous les jeunes ensemble, on met les artisans d'un côté, puis on met la culture avec les musées de l'autre, et puis on met les personnes âgées ici, puis voilà. En fait, c'est terrible parce que, alors, très souvent, les programmes d'ailleurs politiques, soit locaux, nationaux, en fait, on ces choses-là. Alors, il y a ce qu'on fait pour la culture, ce qu'on fait pour les artisans, ce qu'on fait pour les start-up, voilà. Du coup, c'est terrible parce que finalement, le fait d'avoir une approche catégorielle, une approche par case, fait que, malgré soi, sans le vouloir, enfin, en tout cas, je ne l'espère pas, on a la responsabilité de créer des fractures et des silos. Et moi, je rêve de, alors c'est cette idée du tiers-lieu, mais je rêve qu'un jour, on mette des morceaux d'incubateurs de start-up dans une maison de retraite, un truc tout bête, par exemple, la Gare de Lyon a fait un partenariat avec le Petit Palais pour que des œuvres reproduites de l'exposition, donc la peinture danoise, puissent être au sein de la Gare de Lyon. Ça, c'est extraordinaire, c'est l'hybridation entre la gare et le musée. Je trouve que c'est génial parce que finalement, est-ce que ce sont toujours les mêmes personnes qui vont dans les musées? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt se dire, si on mettait des bouts de musées ailleurs, dans les gares, enfin voilà, est-ce qu'on ne permettrait pas une meilleure accessibilité? Comment on fait pour ces personnes en maison de retraite qui ne peuvent du coup jamais aller dans des musées, enfin où c'est compliqué, pourquoi ne pas faire venir les muséales, enfin voilà. Encore une fois, je rêve de cette hybridation entre les centres commerciaux, les musées, les start-up, absolument tout. Je pense que c'est ça qui permettra une hybridation des populations et derrière, ça j'y tiens beaucoup, une hybridation générationnelle. Parce que une chose vraiment à laquelle je tiens énormément, on parle beaucoup de la transition numérique, on parle beaucoup de la transition écologique, mais il y a une troisième transition qui nous attend, qui est énorme, et qu'il va falloir vraiment prendre à bras-le-corps et surtout penser, c'est la transition démographique et le vieillissement de la population. Et cette question de l'hybridation générationnelle et faire en sorte qu'il n'y ait pas juste une juxtaposition des générations, c'est un vrai sujet. Et transition numérique, transition écologique, transition démographique doivent être pensées toutes les trois en même temps. Si on en prend une sans les deux autres, ou si on en prend deux sans la troisième, on va échouer. Absolument. Et d'ailleurs, en fait, l'hybridation, elle existe, elle est dans le vivant, parce que le vivant ne s'est pas organisé, n'a pas organisé ses biotopes et ses espaces dans des cases et des silos, et c'est la diversité et les interactions qui créent sa résilience. Peut-être une dernière réaction de Thierry Dutoit, et puis ensuite on va malheureusement terminer cette émission. Non, j'ai bien aimé toute cette approche en fait sur ce qu'a dit François, l'hybridité. Je trouve ça, on parlait d'hybridation, l'hybridité, pourquoi pas. C'est des termes qu'on utilise beaucoup en restauration écologique. D'ailleurs, on parle d'écosystèmes hybrides, entre ces écosystèmes qui gardent une trace des impacts humains anciens et qui ont en eux une nouvelle part de spontanéité par rapport à la résilience de la nature. J'agrée assez en fait à ce besoin c'est un terme qui a été fait, qui a été dit également, je pense par Jérémy, du pas de côté, etc. pour pouvoir travailler ensemble, changer, se métamorphoser. Il faut bien évidemment en fait que les institutions suivent, que c'est très difficile, ça a été dit en fait quelquefois pour un scientifique en fait de s'hybrider avec d'autres approches, puisque son évaluation, elle reste bien évidemment sur la production scientifique, sur la participation à des congrès, sur le dépôt de brevets, etc. Et on souhaite vraiment tous cette évolution, parce que ça a été dit aussi, le choix d'un modèle biologique, le choix d'une problématique, etc. C'est beaucoup d'affect, c'est beaucoup de sensibilité. Qu'on laisse cette hybridation, en fait, qu'on laisse cette possibilité d'être aux scientifiques, d'être sans tort. Franchement, elle sera bienvenue. Bon, je laisse Gabriel Alperne réagir et on va terminer. Oui, c'est très intéressant, effectivement, ce que vous avez dit. Et effectivement, cette idée de centaure, je pense que de manière à ce que ça ne paraisse pas trop idéaliste en disant, voilà, il faut tous hybrider, voilà, parce que très concrètement, comment est-ce qu'on fait? Je pense que très concrètement, c'est plus chacun d'entre nous, justement, pourra peut-être hybrider son métier, aller dans des univers différents, que l'artiste fasse un peu de science, que le scientifique fasse un peu d'art. Voilà, moi j'ai une formation en philosophie, mais je suis allée aussi découvrir le monde des startups. J'ai également travaillé dans différents cabinets ministériels. J'ai été dans plein de mondes différents. Et je pense que cette idée de se dire,
devenir un centaure, ça permettra de pouvoir être des chevilles ouvrières, du coup entre différents mondes, et être un peu ce rôle de traducteur. Vous l'avez dit, il y a vraiment ce sujet de comment parler la même langue. Et effectivement, c'est important de démultiplier le nombre de centaures qui, eux, seront capables de pouvoir être ces passeurs, ces traducteurs, capables de créer des ponts entre ces mondes et, voilà, et faire advenir une véritable hybridation. Voilà, l'invitation est lancée. J'avais promis un dernier mot à Alice Vitou, donc je lui donne et puis on arrête là. En fait, c'était exactement pour rebondir et dire grosso modo la même chose. Moi, j'ai le terme de médiation scientifique qui est exactement ça, et c'est de dire que justement, quand on croit à cette hybridation, d'avoir des passeurs, comme vous disiez si bien, qui soient justement des médiateurs et qui permettent de faire le lien entre la population scientifique et les citoyens, entre les cabinets ministériels et les jeunes, etc. Donc, je ne peux qu'abonder dans ce sens. Bon, merci beaucoup. Tout cela est évidemment extrêmement encourageant et inspirant. Merci Thierry Dutoit, Alice Vitou, François Briand, Julien Dalle, Jérémy Gobet et Gabriel Alperne. L'invitation est lancée. Devenons tous centaures. Merci pour votre participation. Et on se retrouve à 11h30 et on va parler justement d'approche régénérative, de chimie régénérative circulaire, d'éco-conception, etc., etc. À tout de suite. Non, pardon, je me suis trompé. On va parler de dépollution à 11h30. On parlera de ce que je viens de dire à 14h30. Donc on va voir comment, à travers des approches et des projets tous plus enthousiasmants les uns que les autres, on peut aussi contribuer à essayer de nettoyer cette nature que nous avons dégradée. Merci beaucoup. À tout de suite.